je dépensais 50 € de courses par mois. Et je mangeais exclusivement le soir. C'était pâtes, steak haché, riz, poisson pané. Et puis à 27 ans, j'ai claqué madame. Je me suis dit, attends, c'était un peu ce qu'on m'avait dit que je devais faire pour être heureux, tu vois, avoir un bon job à part, petite nana, tout ce qui va bien, être posé, sécurité. Et je me suis jamais senti aussi vide qu'à ce moment-là. Ouais. Je me dis, cette vie est chiante. Pour moi, l'argent, c'est un outil, c'est une énergie. Maintenant, je le sais aujourd'hui. Donc ça te permet de... Comme n'importe quel outil et une énergie, c'est que tu t'en sers de façon différente, tu vois. Donc avec un marteau, tu peux casser des voitures ou tu peux construire des maisons. Sauf que il y en a, ils voient l'argent comme une finalité. Donc c'est comme je dis, je veux avoir le plus de marteaux possible. Et so what, tu vois, enfin, ça sert à quoi? Hello Alex. Salut Nelfi, ça va? Ah, t'es la seule personne qui me voit et qui me dit « Mais t'as des yeux, ils sont incroyables !» Parce que c'est vrai, je pense pas que je sois être la seule personne, c'est pas possible. Si. Ah ouais? Les gens attendent 5 minutes avant de me faire des compliments. Ah mais moi j'ai un vrai problème dans la vie. J'ai un vrai problème dans la vie, c'est que j'ai pas de filtre. Ah. Et du coup, ce qui fait que penser, c'est sorti, tu vois. Donc c'est très cool quand c'est un compliment. Quand c'est tu me casses les couilles, je t'aime pas trop ton énergie, ça sort pareil, tu vois. Par contre, t'es la podcasteuse que je suis, quand j'entends j'ai pas de filtre, je suis là en mode yes. Oh t'inquiète pas, y a aucun problème. On va s'amuser, Alex. On va rigoler avec Alex, lui. Ouais, mais je vais quand même te demander de te présenter. Parce que Okay. j'aime bien, je me demande comment tu vas te présenter. Bien sûr. Moi, je suis un mec qui a grandi dans une petite ville de banlieue parisienne. Où ça? Hein? Où ça? Tu me laisses me présenter? Ouais, mais j'aime bien interrompre les invités. Ah, ok, d'accord, ok. Dans la région de Fontainebleau. Dans la région de Fontainebleau, donc entre la forêt et les champs. Ok. Fils d'ouvrier. Okay. Vie normale, vie de sitcom, tout le monde s'entend bien. Vie de sitcom. Ouais, c'est-à-dire que t'es monsieur tout le monde en fait. C'est-à-dire que en fait t'as une vie, t'es ni trop riche ni trop pauvre, tu manques de rien mais t'as pas non plus beaucoup de choses. Dans ta famille, tout le monde s'entend bien, tu vois. Et du côté de ma mère, côté portugais, il y a quand même 7 frères et sœurs. Donc moi à Noël on est 25. Donc et tout le monde s'entend bien. Tu vis ta petite vie normale et jusqu'au jour où tu commences à bosser au SMIC, service client, parce que t'as pas voulu faire beaucoup d'études, vu que t'es un mec qu'on n'a pas voulu pousser non plus, enfin un mec qu'on a fait comme tu sens. Et vu que je dis beaucoup de choses à tout le monde dès que je les rencontre et que je parle à tout le monde et que je souris, je me suis démerdé pour avoir une promotion interne tous les ans dans ma boîte et je me retrouve 5 ans plus tard directeur de clientèle en régie pub, je suis cadre, je gagne très bien ma life. J'ai 27 piges. C'est quoi, je gagne très bien ma life? C'est entre 4 et 6 000 balles par mois. Ah, quand même? 4 et 6 000 balles. 27 ans, c'est ça? 25 ans. Et du coup, je suis resté un petit peu quand même pour mettre dans les caisses. Et j'ai commencé à 1140, si vraiment tu veux tous les chiffres. 1140 € au SMIC. Mais c'est intéressant parce que je parle jamais de ça avec mes invités. Je parle jamais de des premiers salaires et tout. Ah ouais? Tu vis chez tes parents ou pas? Là? Non, j'ai 40 ans, donc non. Non, pas aujourd'hui. À ce moment-là, non, je suis parti. J'ai eu la chance d'être. J'ai commencé à bosser à 21 ans, moi. Donc, j'ai eu mon appart à 21, même un peu avant, parce que j'avais eu la chance que mes parents puissent quand même, même si on était modeste, tu vois, avoir un petit appart dans un petit studio, dans une petite résidence étudiante. Et du coup, dès que j'ai eu le SMIC, j'ai dit, ok, c'est cool, tu vois, je me gère. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais eu besoin de demander quoi que ce soit à mes parents, à part un petit dessert le dimanche, tu vois, à la daronne, mais sinon... Non, parce qu'en vrai, tu vois, c'est une période, quand tu y penses, les quelques mois où tu vas gagner de tes premiers salaires et rester chez tes parents, c'est quand même une occasion qui se représentera jamais de gagner, de mettre autant de thunes de côté. Ce que ne font pas tous les jeunes qui font ça. Ouais. Au contraire, c'est aussi une occasion... de vivre des expériences avec cet argent comme tu peux pas le faire. Et typiquement, voyager, faire un tour du monde, etc. Parce que, pour une fois... Alors, non, tu peux pas faire un tour du monde pendant que tu travailles. Erreur. N'importe quoi ce que je viens de dire. C'est pas mais, mais du coup, effectivement, en tout cas, tu peux économiser... Moi, alors, mon éducation financière et ma relation à l'argent a beaucoup évolué. Qui dit fils d'ouvrier, dit l'argent... déjà, faut faire gaffe. Ça se dépense pas comme ça, sans réfléchir, sinon c'est vulgaire, parce que c'est dur à obtenir, la sueur du front. Ensuite, t'es riche si t'as de l'argent sur un compte. Donc, ça veut dire que il faut mettre de côté, parce qu'on sait pas en cas de coup dur. L'ouvrier aussi. L'ouvrier a peur du lendemain. Tu vois, il voit la vie comme un enchaînement de problèmes et pas une succession d'opportunités. Donc, moi, j'avais donc 1140 balles au SMIC quand j'ai commencé. J'avais 400 balles d'APL, merci l'État quand même. Et j'arrivais à me démerder pour mettre
300 à 400 euros de côté et partir tous les mois en week-end en Europe. On habite 4 jours. En banlieue ou... J'habitais à Clichy, qui est devenu très coté maintenant, mais ça l'était pas à l'époque. Je payais mon petit studio de 17 mètres carrés, 400 balles. Tu m'as dit qu'on parlait d'argent, hein, je t'envoie toute la facture. J'adore. 400 balles et je mangeais, c'est très simple. Je mangeais, donc j'avais quand même de façon équilibrée le midi avec les tickets resto de la boîte. J'en ai pour 80 balles par mois, je me souviens encore. Ensuite, j'avais dépensé 50 euros de courses par mois. Et je mangeais exclusivement le soir. C'était pâtes, steak haché, riz, poisson pané. Ok, je ne conseille pas en termes aujourd'hui de ce qu'on sait sur la santé. 50 euros par mois. Et j'achetais des céréales et du lait. Voilà, c'est tout ce que je dépensais. Et quand je sortais, donc je mangeais jamais au resto, les trucs comme ça. Quand je sortais, je prenais un verre ou deux. Mais tu sais, j'étais pas le mec, c'était pas genre, vas-y, là jusqu'au bout de la nuit. Ce qui fait que j'arrivais à nourrir un truc qui était ancré en moi, c'est-à-dire un petit besoin quand même de découverte du monde. Parce que chaque mois, j'arrivais à partir en week-end, ça me coûtait 150 euros de partir 4 jours en week-end. Parce qu'à l'époque, t'avais des compagnies, c'était les premiers, tu sais, vols low cost. Ouais. Il y avait une compagnie qui s'appelait Skyscanner à l'époque. Pas Skyscanner, Sky Europe, pardon. Ouais. Sky Europe, elle desservait surtout les destinations d'Europe de l'Est, d'accord ? Et en fait, t'allais à Bratislava, Vienne, Budapest, tout ça, pour 50 balles aller-retour. Il y avait même Vueling, mais pareil, Vueling, quand ils sont arrivés, ils ont fait des sièges gratuits. Tu payes que les taxes. Donc, j'ai eu des vols aller-retour à 35 balles pour aller à Valence, etc. Ce qui fait que tu vas en auberge, tu en as pour 10 balles la nuit, tu manges des kebabs, tu reviens, tu as passé 4 jours de ouf, parce qu'en plus, t'es jeune, c'est trop stylé, et t'en es pour 150 balles, tu vois. Et tu mets 400 balles de côté. Donc ça a été une première partie de ma life, ouais. Et après, tu commences à gagner 1008, 1004, 1008. Et là, je suis wow. Mais en vrai, moi, ma vie, elle est normale, tu vois, j'ai pas changé, donc matériel, ça n'a jamais été trop mon délire. Puis après, tu commences à gagner 2000 balles. Et 2000 balles, c'est symbolique parce que, même 1008, parce que c'est plus que le salaire du padré, tu vois. Ouais. Et il y a un truc qui est souvent ancré en toi, c'est ce que tu vas gagner dans la vie. Surtout quand à la maison, on parle pas d'argent, le seul truc que tu as entendu, c'était le salaire du père. Et encore, tu l'as entendu entre deux conversations. Tu dis, 1500 balles, c'est cool. En général, tu as la référence de ce que gagne ton père. C'est souvent le père, mais en tout cas, de ce que gagne le parent référent. Et puis après, tout de suite, tu as le salaire du footballeur ou le salaire de l'influenceur. Il n'y a pas de juste milieu entre ce que tu connais à la maison et ce que tu vois après à la télé. Mais tu sais même pas quels autres jobs, en fait, gagnent quoi, en fait. Tu sais pas, en fait, je pouvais pas te dire combien gagne un cadre dans le bâtiment ou un comptable. Enfin, t'en sais rien. Parce que c'est pas le genre d'infos que tu trouvais à l'époque sur Internet non plus. Non, mais c'est vrai que. Tu sais, tu trouvais ça sur les fiches du CIO. Wow. Tu sors des trucs. On est de la même. On va au BDE, là, enfin, le truc, là, on va au CDI. Je vais au CDI. Mais non, parce que tu avais les fiches d'orientation, les fiches métiers. Je suis jamais allé dans ces trucs-là. En fait, je suis pas né à la bonne époque, je pense. Je suis fait soit pour être né bien avant ou être né un peu genre maintenant. Ouais. Parce que tout ce qui est... donc moi, je suis TDAH. Et TDAH, c'est trouble et déficit de l'attention avec hyperactivité. Ça fait que tout ce qui est patience, ça me fait bouillonner le sang et ça me demande beaucoup d'énergie. Ouais. Maintenant, j'en ai conscience et avec un peu de recul, et tu sais qu'il faut être patient dans la vie parce qu'on obtient énormément de choses très positives grâce à ça. Sauf que la lecture est un truc, et rechercher un truc dans un livre est un truc pour moi, ça faisait pas de sens pour mon cerveau. Ouais. C'est-à-dire, j'ai une info qui va être sur 4, 5, 6 pages et je dois lire tout le bouquin. Et pour moi, il y a 80-20, non, ça marche pas. Je vais pas aimer les fiches de lecture. Non, je lisais pas en fait. J'ai fait L, donc j'ai fait bac L littéraire. Et je n'ai pas lu un seul livre de tout le cursus. J'ai lu les fiches vite fait et encore, je trouvais ça nul de lire un truc bêtement. Mais c'est comme, tu vois, moi, alors, pardon si je fais l'apologie un peu déviée d'Amazon, mais j'ai jamais capté pourquoi moi, je dois aller faire des courses et perdre mon temps dans les rayons pour moi dépenser ton argent à toi, magasin, que c'est moi qui vais te le donner. C'est toi qui dois faire venir les trucs à moi, en fait. Pourquoi moi, je dois prendre de mon temps pour me perdre dans des rayons, me demander où tel et tel truc. Non, en vrai, moi, la vie est trop bien. Là, j'adore maintenant. Je veux un truc, je le tape, il est là, je le mets dans mon panier, ça arrive chez WAM. C'est moi qui dépense, c'est à moi que ça vient, tu vois. Parce que je déteste, tu vois, chercher pour un truc qui sert à rien, tu vois. Chercher parce que c'est une quête personnelle, parce qu'il y a de la découverte, parce que c'est de l'entertainment, c'est cool. Chercher et attendre pour de l'utilité, cut-moi ce temps-là, quoi. Ça me sert à rien. Mais en tout cas, à l'époque, effectivement,
Il y a peut-être quelques professions où on pouvait avoir une idée du salaire, je sais pas, peut-être l'avocat, le médecin, mais de toute façon, le problème à l'époque, c'est que déjà à l'époque, les fameuses fiches métiers, elles n'étaient pas à jour parce qu'il y avait déjà plein de métiers qui n'étaient pas dedans. Et avec l'évolution du monde, ça s'est pas arrangé. La plupart des métiers que font les jeunes qui sortent d'école d'ingénieur ou de commerce n'existaient pas forcément il y a 10 ans, il y a 15 ans ou il y a 20 ans, sortais du collège ou du lycée. Donc, c'était déjà un problème. C'est combien je vais être rémunérée, je ne sais pas. Exactement. Et du coup, la question, c'était après combien je gagnais après, voilà, c'est ça? On revient à l'oseille. Et faisons la continuité de ton parcours. Toujours l'argent. Et ensuite, du coup, j'ai eu une promotion interne chaque année. Ouais. Je me retrouve à 25 ans, cadre, gagné 4000 balles, et sur les dernières années, c'était 4-5, enfin entre 4 et 6 000 balles, parce que du coup, j'étais à la commission. Donc, directeur de clientèle en régie pub, c'est qu'en gros, tu vends des espaces pub pour un site internet. Mais tout en gardant mon lifestyle un peu normal, en fait, de gars vraiment lambda, ce qui fait que il y a un chiffre assez marrant qui vraiment fait résonner quand aujourd'hui j'ai cette culture un peu plus financière et la compréhension de l'argent sur ce qu'est vraiment l'argent. C'est que j'ai mis 3 ans, un peu plus de 3 ans et demi pour économiser un chiffre, une somme qui est de 15 000 euros, qui correspondait à mon rêve depuis le début que j'ai commencé à bosser. Je l'ai dit, j'ai crié haut et fort sur le plateau quand j'ai commencé mon premier jour. Je fais un jour, moi, je partirai faire le tour du monde. Et je ferai le tour du monde. Et j'ai mis de côté pour ce projet-là. Et j'ai mis 3 ans, tu sais, à mettre de côté, à 3 coups de 300 balles, 400 balles. Et cette somme-là, quand j'avais ma dernière année où j'ai bossé, je l'ai économisée en presque 3 mois, en fait. 3 ou 4 mois, parce que je mettais 4000 balles de côté, tu vois, 4000 balles, parce que j'ai dépensé 2, et bam, et je me dis... Donc t'as gardé ce train de vie pendant toutes ces premières années. Ouais, en fait, ça ton me... appart, je me refusais rien, mais j'avais pas cette envie de dépenser, tu sais, du Parisien qui claque tout son salaire, en fait, dans les sorties. J'ai toujours... Tu passais ton temps à voyager. Voyager, mais même sur des choses simples, tu vois. C'est-à-dire que quand j'étais pas en voyage, je peux aller me balader et passer un super moment chez moi avec un pote à jouer à un truc, j'avais pas besoin de dépenser pour me sentir en vie. Et ce qui fait que c'est là où ça m'a vraiment fait cet effet de dire, putain, attends, l'argent, c'est ouf quand même. 3 ans, 3 mois, c'est la même chose sur mon compte en banque. Et tu vois qu'il y a un côté exponentiel. J'avais pas trop la conscience de ce que c'était, ni pourquoi, ni comment. Mais je dis, ça m'a mis une claque quand même, tu vois. De se dire que tu peux en 3 mois économiser ce que tu as mis 3 ans à économiser. Et puis à 27 ans, parce qu'on est toujours dans la présentation, en vrai, on s'est perdu dans les chiffres, mais c'est un peu ça. J'ai claqué madame parce que je me suis dit, attends, c'était un peu ce qu'on m'avait dit que je devais faire pour être heureux, tu vois, avoir un bon job à part, petite nana, tout ce qui va bien, être posé, sécurité. Et je me suis jamais senti aussi vide qu'à ce moment-là. Ouais. Je me dis, cette vie est chiante. J'étais là, je me baladais dans Paris comme ça, on se balade, ok, c'est quoi, ok. Je vais à mon taf, je trouve de l'argent, ok. Et il se passe rien. Je me sentais beaucoup plus vivant quand j'étais garçon au père aux États-Unis ou que j'avais fait Erasmus en Espagne, tu vois, alors que j'avais 400 balles par mois pour vivre. Donc je me dis, ok, c'est le bon moment. Ça faisait un bout de temps que ça bouillonnait en moi, je claque madame, je vais refaire ce fameux tour du monde. Et pendant ce tour du monde, j'avais envie en fait de partager quelque chose qui m'avait déjà apporté les dernières années. Avant le départ, c'était le voyage en fait. Moi, mes 5 semaines de congé payé, je les coupais en 2 semaines et demie, et je partais en gros 3 semaines à l'autre bout du monde. Et j'avais envie de partager ça. Parce que je voyais que le voyage, il était trop utilisé comme une bouffée d'oxygène, une bulle, une parenthèse, j'en ai ras-le-bol, je claque madame, et un peu, on appellerait ça aujourd'hui un burn-out, un truc où on remet tout à zéro. Et je dis non, ça a trop d'impact positif sur les gens pour que ce soit une parenthèse, et d'autant plus de le faire potentiellement tard, parce que je voyais surtout ces trentenaires qui avaient un peu l'oseille pour le faire. Aujourd'hui, ça paraît évident, mais à l'époque, c'était que des gens qui avaient un peu d'argent et qui en avaient marre, qui partaient, et qui étaient un peu CSP+, pour parler un peu comme ça. Et du coup, je me dis non, faut que je donne aux gens le plus tôt possible envie de partir voyager, pour que ce soit un accélérateur, un tremplin de vie, parce que tu t'aperçois que tu es capable de beaucoup plus de choses que tu imagines, que le monde, il est pas fait que de méchants et de gens qui ont l'air bizarres, tu vois, à l'autre bout du monde, et inversement. Et tu commences à voir le monde différent, donc je suis parti faire le tour du monde, j'ai commencé à faire des vidéos, j'étais récompensé pour ça, je me dis waouh, il y a peut-être un truc à jouer. Je rêvais, je me dis si je peux en faire mon métier, de partager une passion, ce serait quand même extraordinaire, et d'être payé pour ça. Et ça m'a pris 3 ans pour en faire mon métier, parce que blogueur c'était un passe-temps, influenceur n'existait pas. Je commence, ça arrive.
Et quand t'es le premier historiquement dans quelque chose et que tu démerdes pas trop mal, après tu le restes un peu, tu vois. T'as pris de l'avance sur tout le monde, t'essaies de la garder. Et pendant 10 ans à peu près, j'ai fait ce métier-là, à parcourir le monde et donner aux gens envie de voyager. Jusqu'à il y a 3-4 ans où je sentais que, justement, ce projet de changer de vie, du métro boulot dodo, de sortir la rat race, comme on l'appelle un peu aux States, c'est il fallait pas que je m'enferme dans ma nouvelle golden race, tu vois. C'est-à-dire tu sors de la rat race pour te créer une cage dorée qui peut être très cool, mais que le principe de sortir du métro boulot dodo, c'est pas d'être riche, c'est d'évoluer, d'aller aussi loin que ce qui t'a été permis d'être. Et pour moi, je me sentais stagné, je me sentais kiffé. J'adorais le voyage, mais je me sentais stagné en tant que personne, être humain. Et ça me plaisait pas. Donc pareil, encore une fois, quand j'étais au top, je suis parti, j'ai claqué madame du jour au lendemain et j'ai dit que j'arrête. Et je suis parti sur autre chose, donc sur l'entrepreneuriat. Et depuis, je transmets ce que j'ai appris parce que je vois trop de gens qui ont cette compétence, ont ce métier passion et qui n'arrivent pas à en vivre. Parce que c'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver de clients, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir cette visibilité qui leur permet d'avoir des clients. Et c'est ça que j'enseigne aux gens, c'est comment se raconter, comment créer du contenu pour pas passer pour un marchand de tapis, comment attirer les clients qui nous ressemblent. Tu vois, on disait aussi, on a la communauté qui nous ressemble, et le faire de façon naturelle, où on s'éclate. C'est ça que je fais déjà depuis quelques années. Bon, je suis toujours digital nomade quand même, mais c'est pour le plaisir, tu vois, c'est pas pour le boulot. Et tu voyages plus longtemps? Je vis maintenant. Digital nomade, c'est que je vis plusieurs mois ou une année quelque part maintenant. Ok, et en ce moment, t'es en France? Et je suis revenu en France. Bon, alors, on va revenir en arrière. Ouais, ça y est, on a eu la biographie. On a accéléré. Cette année où tu pars faire ton tour du monde, elle est assez décisive. Donc, si je comprends bien, tu as économisé pendant 3 ans pour la financer. Tu remets les caisses à zéro quand tu rentres au bout d'un an? Non. C'est là où j'ai réussi à la fois à être malin, chanceux et opportuniste. J'avais mon budget, il était là. Mais je t'ai dit, je suis resté, vu que je ne savais pas ce que j'allais faire en rentrant mon tour du monde. Il n'y avait aucune perspective possible à l'époque. C'était la seule façon de valoriser un tour du monde à l'époque, c'est tu le valorises dans ton CV, genre j'ai appris ça, j'ai fait ça, etc. Mais tu reprends ta vie d'avant. Et d'ailleurs, j'étais en finale du job chez le concurrent direct parce que j'ai remis le costard, tu vois, cabine de recrutement. Et c'est moi qui ai arrêté. J'ai dit j'arrête, je retire ma candidature. Mais pourquoi et tout. J'ai trouvé mieux. Et le mieux, c'est de m'autoriser en fait à savoir ce que ressemble la vie en fait quand toi tu suis tes tripes et pas un peu des codes. Et du coup, j'étais ultra serein pour le faire parce que j'avais 15 000 balles de côté que j'avais grillé pour le tour du monde. Sauf que j'avais continué pendant 2 ans de me mettre de côté. Donc en fait, j'ai parti avec 70K en fait. Tu vois, j'avais 70K quasiment qui étaient sur mes comptes. Donc, ça, j'ai pas compris ça. Moi, mes 3 premières années, j'ai mis de côté mes 15 000 euros pour économiser. Donc je les avais. Sauf que j'ai continué à bosser 1 an et demi, 2 ans. Et pendant ces 1 an et demi, 2 ans... Ok, il s'est encore passé 1 an et demi, 2 ans avant que tu le fasses vraiment ce tour du monde. Entre le moment où j'avais la somme qui m'autorisait à y aller et le moment où je prenais la décision, tu sais, t'as ce côté, putain, je fais de l'argent, je me construis un CV. En vrai, j'avais aucune possibilité de faire autre chose à ce moment-là. Donc la logique, c'est que tu reprends ton job d'avant. Tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais pas que ça va changer ta vie. Tu sais pas que ça va te changer en tant que personne. Ok, mais donc t'avais pas que 15 000 euros, t'avais bien plus. 70K, ouais. Ouais. Et en plus, pendant ce tour du monde-là, j'ai claqué madame et j'ai pu avoir mon chômage parce que c'était un projet professionnel, tu vois. Et pour le coup, c'était un vrai projet professionnel puisque j'ai fait 170 vidéos pendant ce tour du monde par pure passion parce que je savais même pas que je pouvais gagner ma vie, tu vois. Mais je me dis, bon, on sait jamais, tu vois. C'était hyper border à l'époque de... À l'époque, de ouf. Mais au final... C'est marrant que t'assumes de le dire. J'assume à fond parce qu'en fait, t'as été exact. Je suis gentille en disant c'est border. En vrai, normalement, parce que le nombre de gens. Non, parce que j'avais monté un projet professionnel de création de contenu vidéo de voyage. Parce que il y a beaucoup de jeunes, effectivement, qui après 1 an ou 2 ans de taf sont partis faire des tours du monde et ont touché le chômage pendant leur. Mais moi, j'ai vraiment fait les choses en fait. J'étais pas sur la plage à me branler les couilles, tu vois, et à toucher mon chômage et à cliquer sur le truc où faut cocher la case, tu vois. Tu sais, en plus à l'époque, il y avait pas ce truc-là trop. Tu pouvais pas. Fallait faire un truc en ligne et des rendez-vous un peu plus fréquents, bref. Et moi, j'ai même économisé 10 000 euros pendant mon tour du monde. Parce que, en fait, tu dépenses moins, j'ai dépensé 15 000 balles, ce qui fait qu'à Paname, en vrai, tu dépenses 25K minimum, tu vois, en vrai. Hein. Et moi, ça m'a permis de créer toutes ces vidéos qui m'ont permis d'être le socle de toute ma carrière d'influenceur en voyage. Et de kiffer ma life, de réaliser mon rêve et en plus de mettre de côté, tu vois.
Et je trouve que j'ai vraiment été récompensé parce que je le faisais vraiment dans une démarche positive. Tu vois, j'étais pas là en plus en mode je carotte l'État, je me suis fait de l'oseille. J'ai été faire des rendez-vous où j'avais expliqué aux conseillers, parce que t'as des conseillers qui te valident quand même. Ouais. J'avais expliqué exactement ce que j'allais faire. Bon, j'avais peut-être pas dit que je partais exactement faire le tour du monde, je dis, mais je vais faire des vidéos de voyage sur de la prod de voyage, tu vois. Et après, boum, c'est parti là-dessus. Et du coup, j'étais serein parce que, encore une fois, pour ceux qui partent faire des tours du monde, qui font ces parenthèses-là, la grosse erreur de débutant, c'est de se dire, je pars avec la somme. Ma somme, quand elle est finie, parce que je l'ai budgétée, je rentre normal. Sauf que si t'as pas un coussin de 3-4 mois où t'as encore de l'argent pour pas trop te prendre la tête avec l'argent, c'est que tu mets un coup de parpaing à ton cerveau, en fait. Ouais, parce que tu passes de la vie miroir opposé. Tu passes de je travaille pas, je fais que dépenser, je kiffe ma vie, je suis toujours en mouvement et il y a rien à me dire, rien à me faire, enfin je fais ce que je veux comme je le sens, je suis souvent chez les parents, chez un pote, j'ai plus d'oseille, je ne bouge plus, je suis immobile dans ma chambre. Ton cerveau il vrille et c'est pour ça que t'as le fameux dépression de retour de voyage, parce que les gars ils passent de 4000 à l'heure à 0 en 2 secondes. Le cerveau il comprend pas en fait ce qui se prend dans la tête. Donc, à l'époque, ou avec le recul, c'est une vraie envie que tu poursuis, où il y a un côté un peu fuite de cette vie métro boulot dodo. Non, j'ai jamais fui quoi que ce soit. Et le peu de fois où je l'ai fait, des fois, après une rupture ou des choses qui vont pas, tu pars un peu en voyage, c'est le pire truc à faire. Parce que non seulement ça te suit, mais ça simplifie. Parce que quand t'as pas les trucs de ton quotidien et que t'es tout seul face à tes problèmes, tu manques ton caca. Je veux dire, il y a pas de, tu vois, donc c'est pas une super méthode. Donc non, moi j'étais toujours parti explorer. Moi, mon but, c'était vraiment d'apprendre à savoir qu'est-ce que je valais, qui j'étais, quand tout à coup, on t'enlève toutes les étiquettes, et tu t'enlèves toutes les étiquettes qu'on t'a mises et que tu t'es mise toute ta vie, et que tu te dis, qu'est-ce que je vaux? Si je peux pas passer un coup de fil à un tel et un tel pour venir me chercher au cas où, et etc., où j'ai pas à cracher, mais je dois toujours, à chaque fois, sur chaque nouvelle interaction, je peux être qui je veux. Tu peux aussi tester, en fait. Tu peux tester des différents types d'aspects de ta personnalité en fonction des moments et des personnes que tu as en face. Et tu vas t'apercevoir qu'il y a des choses qui reviennent. Des automatismes que tu aimes bien, des automatismes que tu n'aimes pas. Et l'avantage, c'est que tu vas pouvoir bosser sur cet automatisme que tu n'aimes pas parce que tu les vois pas dans ton quotidien. Parce qu'on t'a accepté, Alex Vizio, il est comme ça, il est machin, et du coup, c'est pas grave. Les gens qui te connaissent pas, t'es pas leur pote. Si tu montes un aspect qui est chiant, qui est con, ça va se voir, en fait. Ils ont rien à te prouver, ils ont rien à te rendre. Donc, c'est ultra intéressant dans cet aspect-là. Et je partais vraiment de cette quête de découverte de moi et évidemment la découverte du monde, tu vois. Pendant les 2-3 séjours et les vacances que j'avais faites, je dis, le monde, il est pas mieux ailleurs. Pas du tout. Il est différent. Et cette différence-là, je la trouve incroyable, tu vois. Cet éclectisme, cette variété, c'est ce monde, tu vois, qui est incroyable et qui te fait te dire, mais tu vois, j'ai l'impression d'être dans Star Wars et à chaque fois que je vais quelque part, je suis sur une autre planète. Et ça, j'adore. Est-ce que je vais appeler ça le dénuement, mais peut-être le côté roots, ça fait partie de la quête pour toi? C'est un élément essentiel de ne pas voyager avec beaucoup d'argent, parce que finalement, tu as quand même un matelas assez confortable, 25 ans, 70 000 balles. Ouais, bien sûr. Je les avais pas. Et pourtant, j'ai pas grandi dans un milieu aussi modeste que le tien, tu vois. Mais ouais, est-ce que je trouve ça hyper intéressant parce que je ferai le lien avec moi après, mais à ce moment-là, voyager avec le moins possible à la route, ça fait partie intégrante de cette quête. Alors, moi, ce que j'ai jamais voulu faire, c'est voyager sans argent. Déjà, sans argent ou vraiment être en mode crevard. Parce que finalement, quand tu voyages comme ça, tu veux te détacher de l'argent parce que l'argent c'est sale, sauf que l'argent ça devient tu passes ton temps à y penser, quoi. Exactement, le vecteur principal de ton voyage. Comment je fais pour me démerder pour pas en trouver ou en trouver, etc. Donc hors de question. Et hors de question d'être le gars qui quémande des gens qui ont encore moins que toi. Hors de question. En fait, moins il y a un niveau en dessous duquel, quand on n'a pas, tu passes encore plus de temps à y penser. Exact. Mais dans la vie, en dehors du voyage, dans la vie, c'est pareil, en fait. Quand t'es en dessous d'un certain niveau, bien sûr. En fait, ton temps de cerveau consacré à comment je vais faire est beaucoup plus important, consacré en comparaison à plus t'en as, et en fait, ça se réduit, mais de manière exponentielle. Exactement. Et du coup, j'en étais où? Là, du coup, dans ta démarche, tu voulais pas voyager en mode crevard. C'est ça, non, c'est vraiment ça. Et je voulais dépenser les choses le moins possible, mais enfin le plus modestement. Mais dès que j'avais envie de me faire kiffer, je voulais pas réfléchir, tu vois. Genre le premier mois, j'étais en Birmanie, vallée des 2000 temples à Bagan.
bah, je me suis payé un truc à 300 balles, un vol en montgolfière, lever de soleil, etc. Je crois que c'est le truc le plus cher que j'ai payé de tout mon tour du monde. Mais parce que j'ai pas réfléchi, en fait. Peut-être une seconde. Mais parce que c'est l'activité à faire. Je me suis fait chier pendant X années à économiser, c'est maintenant, en fait. Donc, c'était vraiment ce côté de je me satisfais de rien et c'est important, comme tu dis, pour moi, c'est plus tu t'apprécies la chose la plus simple, plus chaque chose va être un truc bénéfique, tu vois. C'est-à-dire que si tu es content de dormir par terre dans la forêt pendant que tu fais un trekking et que tu es cool avec ça, chaque chose qui viendra en plus, ça sera un bonheur infini. Versus, si tu galères et que ça te saoule, tu te sens sale, t'as qu'une hâte, c'est de prendre ta douche, d'être dans une tente ou même une chambre, etc. Et que tu veux ça, ben même quand tu vas l'obtenir, ce sera peut-être jamais assez, tu vois. Tu vas vouloir le truc supérieur. Donc ça faisait vraiment partie de la quête du contentement. C'est pas le dénuement, comme tu dis, mais c'est plus la quête du contentement. Et le contentement, c'est quelque chose qui peut être aussi à double tranchant dans la vie, parce que finalement, quand tu arrives à avoir ce contentement interne, c'est pour moi une énorme forme de sagesse. Mais derrière, quand tu n'as plus besoin, entre guillemets, de te lever le matin ou d'aller tacler des projets, parce que tout est bien. Tu es déjà assez, tu es déjà content avec ce que tu as. Je pense que ça t'enlève toute une partie de la beauté de la vie. Et une des plus belles parties de la vie, c'est de faire plein d'expériences ou d'en choisir une ou deux et d'aller à fond jusqu'au bout de ces expériences. Mais, ça j'ai découvert après, mais pour moi c'était ça, c'était de se dire, je veux revenir à l'essence même de la vie qui est justement dénuée du matériel et qui revient à la simplicité des échanges, du ressenti, de ce que tu ressens à l'intérieur, qui t'es, qui sont les gens, sans penser justement à l'aspect de luxe. Et moi je sais que franchement c'était... tu vois, à un moment, j'étais en Papouasie, j'étais sur 12 jours de trek, j'étais parti à Vallée du Baliem, il y avait personne, pas de touristes. J'étais arrivé dans une compagnie aérienne, était sur liste noire, mais noire-violette, toi, genre, tu vois, il y avait plusieurs crashs par an. J'arrive au milieu de la Papouasie, je suis le seul touriste là-dedans. Je trouve 2 guides. Déjà, j'avais négocié pour un, mais parce que j'avais pas de thunes, donc le mec, il a ramené son pote, parce qu'il dit on va se faire chier, tu vois, à 2. Et en fait, au bout de 4-5 jours, tu sais, au début, je faisais le malin, ça monte et ça descend. Il pleut, t'as les sacs, c'est comme ça, il y a que des chemins en bout et tout, donc t'es toujours en train de te rattraper, de glisser, tu traverses des espèces de crevasses sur des troncs, c'est comme dans les films. Et là, vraiment, je suis en mode, putain, là, j'ai envie d'être dans mon bain, j'ai envie d'un bain chaud, j'en ai marre, qu'est-ce que je fous là? Et c'est la première fois en 6 mois de voyage que ça m'arrive, tu vois. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, tu vois? Et je fais allez, j'ai mal partout, il y a un peu du problème intestinaux, il y a rien qui va. Et il y a un moment, je fais une chute où je me rattrape, mais j'essaie de me rattraper dans les herbes, mais il y a rien en fait, et je me fais mal à la main, tu vois. Et je pense, je sais pas, il y a un point d'acupuncture magique qui me fait monter un truc au cerveau et qui me fait enlever toute la brume, tu vois. Et c'est comme une décharge qui m'a fait me dire, ok, tu peux pas aller plus bas où c'est compliqué, parce que vraiment je voulais rentrer. Et le mec il me dit, alors si tu veux rentrer, c'est 5 jours de marche là-bas, 5 jours de marche là-bas. On est au milieu, mec. Et des fois il y a des avis de ravitaillement, mais c'est pareil, mort. Et là, tout à coup, je prends une gifle et je commence à capter des leçons que malheureusement j'ai aussi oubliées régulièrement dans ma vie. C'est quand tu cherches pas à être sec, quand tu sais pertinemment que tu vas être mouillé, quand tu cherches pas en fait à aller bien, quand tu sais pertinemment que tu vas en chier, tout à coup la situation elle shift en fait. Elle shift dans ton cerveau que tu prends les choses telles qu'elles sont en fait. Et quand tu prends les choses comme elles viennent, tu shifts d'un truc horrible à un truc d'amusement, d'expérience. Et la pire des situations, tout à coup, elle devient intéressante, elle devient stimulante, elle devient potentiellement drôle. Combien de fois t'étais dans la merde et vu que t'as la bonne personne, t'es en train de te marrer parce que tu t'es pété la gueule ou ça va pas. Là, tu shifts. Là, t'atteins vraiment des profondeurs d'âme ou de mindset, appelle-le comme tu veux, qui deviennent vraiment intéressants. Et ça m'a appris vraiment le tour du monde à comprendre que la seule limite vraiment, c'est celle de l'esprit. Parce que qu'est-ce qui fait que 1 heure avant, je suis rincé physiquement, je ne peux pas avancer, et que quelques heures après, je suis redynamisé, je fais une bonne nuit, et les 4 jours suivants, je suis reparti comme une fleur. Rien, il n'y a rien bouffé de plus, c'est le cerveau en fait. Et tu commences à comprendre que pas mal des choses et des solutions que tu cherches un peu dans ta vie, que ce soit la liberté financière, physique, de peu importe ce qu'elle est, ça va se passer à l'intérieur d'abord en fait. Et c'est ça où tu vois, quand tu me dis qu'est-ce que tu as été chercher, bah, c'est cette quête-là en fait, c'est ces outils qui, moi ce que j'allais chercher c'était le moteur de ma Ferrari. Tu vois, tout le monde te dit vas-y, faut que tu aies une super Ferrari, une carrosserie de ouf, faut qu'elle soit lustrée, des jantes de malade, habille-toi bien, fais du fitness, vas-y, fais attention en société, faut que tu aies une réputation, tout ça c'est de l'extérieur.
Et moi, j'ai capté à ce moment-là, genre, je vais d'abord me soucier de savoir si j'ai un V12 à l'intérieur qui ronronne et qui m'envoie de 0 à 400 à l'heure en 10 secondes. Et après, je mettrai la carrosserie, tu vois. Et c'est ça que ça m'a appris vraiment, ce tour du monde. C'est la puissance qui vient de l'intérieur et auquel on fait pas trop attention finalement. Donc tu te retrouves, potentiellement, il y a beaucoup de gens qui roulent avec des carrosseries de Ferrari qui ont un moteur de Twingo. J'ai voyagé quand j'étais jeune. J'ai fait un tour du monde à 21, 22, 23, je ne sais même plus. De quelques mois. Et je sais que j'en garde des souvenirs plus vivaces que probablement tous les voyages que j'ai fait par la suite. Je conseille vraiment à tout le monde de voyager jeune parce que, en fait, la plupart des gens qui voyagent jeunes n'ont pas de thunes. Et c'est vrai que voyager sans thunes, alors nous on avait économisé, combien ça m'a coûté 6 000 euros en tout, mon tour du monde. 3 000 euros de billets d'avion. Combien de mois 3 mois. Ok. 3 000 euros de billets d'avion. Ouais, moi aussi, c'était ça. Et 3 000 euros sur place. Mon record, c'est 270 euros dépensés en Inde en 3 semaines. C'est tellement ma fierté. 270 euros dépensés. Mais pour en revenir, en fait, aujourd'hui, j'ai pas le plaisir de voyager en route. J'ai plus le plaisir. Mm-hmm. J'ai juste la nostalgie de tous ces moments-là parce que c'était incroyable. Je l'ai refait avec des potes après, mais des situations mais ubuesques. Hein. Enfin, on dort dehors, on se perd, puis on dort pas dehors, puis il y a des cafards et des machins. Et ça implique toujours un animal ou un truc dégueulasse ou une situation un peu ubuesque, mais dans mes souvenirs, c'était assez incroyable. Aujourd'hui, ça me ferait pas rire du tout, tu vois. C'est bien vraiment, sûr. Je me retrouve dans les mêmes situations, je chiale, je suis pas bien. Je sais pas, tu vois, en t'écoutant, je me dis, j'avais des capacités d'adaptation qui étaient plus importantes, mais surtout, je me disais pas que j'avais le choix à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, j'ai le choix. Mmh. Et en fait, mine de rien, j'ai beau avoir l'habitude de sortir de ma zone de confort, j'ai beau avoir l'habitude finalement de me confronter tous les jours. C'est dur quand t'es exposé, quand tu fais de la création de contenu. En fait, il y a tous les jours un truc qui vient te chercher. T'es jamais vraiment dans ton confort. Et du coup, je me dis, en fait, je vais le trouver là, quoi. Allez pas en plus me chercher pendant mes vacances avec un truc relou, un hôtel pourrave où je ne sais quoi aux caisses. Bien sûr. Mais mine de rien, je me suis désadaptée, je m'éloigne d'un certain truc. Mmh. J'ai le choix, et je veux faire le choix du confort au moins certains moments dans ma vie. Mais je vois très bien ce que tu veux dire et tu vois, il y a plein de leçons. Et comme tu dis, je pense que le voyage, ça te permet d'être résilient. Et c'est la plus grande des qualités. S'il se passe quelque chose dans le monde, c'est pas parce que t'es fort ou que t'as de l'argent, c'est potentiellement la résilience. Parce que tu sais jamais ce qui va te passer sur le coin de la gueule. Dans le monde ou dans ta vie. Hein? Dans le monde ou dans ta vie, bien en sûr. fait. Et non, mais c'est ça, en fait. C'est peu importe ce qui se passe dans le monde, si tu veux réussir et être bien dans ta vie. On va tous perdre quelqu'un autour de nous, on va tous se faire tège. Tu peux aussi. Là, qui aurait cru qu'il y aurait une pandémie? Qui va peut-être se dire qu'il va y avoir une guerre chez nous bientôt? On sait pas, tu vois. Et c'est pas le fait que t'es costaud, que t'as du muscle ou t'as de l'argent sur un compte en banque qui va te sortir de la guerre. Ouais. Parce que ça se trouve, tu vas te prendre. Tu sais pas, la banque fait faillite, elle se fait friser, elle se fait machin, tu sais jamais. Donc c'est la résilience. Et donc plus tu l'apprends tôt, mieux c'est. Sauf que comme beaucoup de leçons dans ma vie que j'ai apprises, je les ai oubliées à un certain moment. Parce que la vie m'a appris que elle est assez juste en vrai. Alors elle est assez juste évidemment, si t'es à Gaza en ce moment, c'est pas très juste. Mais si t'es plutôt né en France et que t'as des capacités, on va dire, de pouvoir faire un peu ce que tu veux, la vie est assez juste en termes de temps et énergie passée et implication est ultra juste. C'est-à-dire que si tu passes beaucoup de temps et d'énergie sur un truc, au final tu gagneras. Ça prendra peut-être du temps, mais tu gagneras. Sauf que cette chose-là, dès que tu l'atteins, souvent tu dis c'est acquis et tu passes à autre chose. Sauf que ton temps et ton énergie, il est fini. Tous les jours. Et en fonction de où tu le mets, la chose va décroître ou va augmenter. Je prends un exemple. Tu dis je veux un corps de ouf, summer body, etc. Tu donnes à fond. Paf, t'as atteint le niveau suprême que tu voulais. Mais tu t'es dit c'est acquis, donc tu passes sur ton business et tu passes moins de temps là-dessus. Ton business va augmenter et ton summer body, il va décroître. C'est pareil pour des grandes leçons on va dire, de bien-être intérieur, comme cette résilience. La résilience, c'est un skills intérieur, d'être à capacité de t'adapter à tout ce qui va aller. Et pour moi, justement, aujourd'hui, je suis dans vraiment cette quête de la liberté ultime. Pour moi, la liberté ultime, c'est d'être le maître de l'échiquier de la liberté. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir incarner chacun des rôles de l'échiquier, du jeu de l'échiquier, sans m'accrocher, en fait, à accorder plus d'importance à être le roi, ou le pion, ou le fou, ou la tour, tu vois. Parce que pour moi, c'est justement ça de me dire, je vais avoir cette capacité de un jour aller au Hilton et m'accorder des vacances de ouf et kiffer ça, mais pas en être addict. Parce que si t'es addict ou tu as besoin de quelque chose,
c'est que tu es moins libre. Et moi, c'est ce que je cherche dans ma vie, en tout cas, c'est ma mission, c'est de me sentir libre. Et c'est d'avoir la capacité le lendemain de pouvoir incarner le pion, c'est-à-dire le petit mec qui va être peut-être dormir dans une petite auberge, il y a peut-être des cafards, etc. Et il n'y a pas d'échelle de valeur pour moi. Et que pour moi, c'est pas genre que tu sois pauvre ou très riche, il y en a aucun des deux qui vaut le mieux. Ce qui pour moi vaut le plus dans la vie, c'est la conscience que tu mets dedans. Tu peux être un millionnaire gros connard et tu vaux rien, et tu peux être un pauvre qui a beaucoup aussi de sagesse et t'es une belle personne. Et l'inverse est vrai. Tu peux être un pauvre qui va se souiller la gueule, qui est un pauvre con, et c'est pour ça que t'es pauvre. Et tu peux être un millionnaire qui est ouvert d'esprit, qui a fait tellement des belles choses, qui est devenu riche. Donc moi, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de cultiver cette liberté et de pouvoir me déplacer sur l'échiquier de la liberté et d'avoir chacun de ses rôles. Tu vois, des fois, le fou, j'aime bien faire le fou, j'aime bien faire le gamin, j'aime bien faire des conneries, mais j'aime bien aussi être la tour, celui qui est le pilier, celui qui va faire des grands projets. Et le voyage m'a appris beaucoup de ces leçons-là, en fait, en rencontrant beaucoup de gens différents. Donc ça veut dire de rencontrer plein de rôles de l'échiquier avant même moi de pouvoir le devenir, et de voir que, un, il n'y a pas mieux que l'autre, et que deux, de comprendre les subtilités de chacun. Et il y a encore certaines pièces de l'échiquier de la liberté que j'ai encore du mal à maîtriser, mais j'en contrôle aujourd'hui beaucoup. Et surtout, je m'en raccroche à aucune. Parce que pour moi, encore une fois, c'est ça le piège. C'est de te dire, tu peux aussi être prisonnier dans le fait d'être, tu vois, le pion. Oh, le pion, tu sais, au début, t'es là, tu fais ton métro boulot dodo, tu es dans tes rails, t'es un peu un zombie, tu fais ton truc. Pour moi, c'est pas être libre. Mais comme si t'es le millionnaire qui veut se raccrocher à sa pièce du roi, qui a de l'argent, qui veut son confort, je suis pas libre non plus. Et aujourd'hui, c'est ça, moi, mon vrai leitmotiv dans la vie, c'est d'être capable de basculer d'un rôle à l'autre en fonction de mes envies et de ce que j'ai envie de découvrir. Du coup, la liberté égale pluralité, égale richesse dans ta définition, parce que en fait, tu peux pas être, tu peux pas avoir une définition genre monogenrée entre guillemets de la liberté. Tu peux dire l'argent c'est la liberté, exact, parce que c'est pas vrai. Exact. Mais c'est vrai aussi. Bien sûr. Donc en fait, tu vois, c'est genre, si je comprends bien, je m'adapte aux circonstances parce que je peux pas être libre sans argent. Exact. Et je peux pas être libre avec c'est ça. En fait, l'argent, en fait. Non, tu peux être libre avec de l'argent. Mais c'est justement c'est finalement avoir, entre guillemets, potentiellement être un lifestyle de millionnaire et être détaché de l'argent. Il y a un truc qui est, si tu veux être pleinement libre, faut être capable de pouvoir être le roi. Donc être potentiellement le mec qui a plein d'oseille. Parce qu'il y a un truc qui est quand même assez injuste, c'est que tu peux être riche et être pauvre, entre guillemets, et avoir un lifestyle, si tu en as envie, de retourner à des choses simples, et repartir après de temps en temps sur un lifestyle de mec qui a les moyens. Mais malheureusement, quand t'es que modeste, tu peux pas aller dans l'échiquier de la liberté vers les autres sphères. Donc l'argent, il est obligatoire si tu veux être riche. Sauf que si tu veux être vraiment libre, t'as pas besoin non plus d'être multimillionnaire pour ça. Non. Tu vois, il y a cette fameuse stat qui est très connue dans le monde du bonheur et de l'argent. C'est l'étude de Stanford et Harvard qui a été faite sur le revenu du bonheur. Je pense que tu connais. Oui, qui a été, donc du SDF jusqu'au multimillionnaire, ils se sont aperçus que les courbes augmentent jusqu'à 7 500 € par mois. Ça varie, c'est un peu... Mais c'est à peu près ça. 5 000, 6 000. Mais ce que je veux dire, c'est que 7 500 $, même euros par mois, t'en fais des trucs, tu vois. Aujourd'hui, je devrais dépenser, en fonction des mois, entre 3 000 et 6 000 balles, tu vois. C'est pas un lifestyle de smicard non plus. Mais 6 000 balles par mois, si tu mets toutes les charges, allez, tu mets les charges, les trucs, les machins, en brut, ça va te faire du 120K par an. 120K par an, c'est pas générer 1 million non plus, tu vois. Et c'est ça, en fait, l'argent est clairement un outil pour la liberté et te permet d'être riche, entre guillemets, dans ta vie jusqu'à une certaine hauteur, en fait. Et en dessous de laquelle, si tu ne l'as pas, tu vas pas être libre de te dire je vais où je veux, quand je veux, etc. Puisque déjà, il faudra peut-être un job, il faudra peut-être ceci. Et donc, l'argent est essentiel pour un minimum et un certain niveau pour te permettre, pour moi, je trouve, d'être riche. Et la richesse, c'est ce côté pluralité, comme tu dis, une des thématiques. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es retrouvé un peu en opposition entre le voyage c'est noble et tu vois je veux le faire justement dans ce côté j'en ai pas beaucoup, maximiser ce que j'appelais tout à l'heure un peu le dénuement, mais et t'as eu besoin de passer par une phase de réconciliation, non, j'ai besoin de l'argent et les deux sont géniaux. Si je veux faire ce que j'aime, en fait j'ai besoin de ressources et je peux pas la fuir, cette ressource là. Moi j'avais vraiment une relation, et je l'ai encore, et tu vois, quand je te disais, il y a certaines pièces de l'échiquier que j'ai pas encore bien maîtrisées. C'est clairement celle du roi, en fait, ou de la reine, évidemment, celle du mec qui a de l'oseille, tu vois, qui a de l'oseille, qui est ok avec avoir de l'oseille, parce que
je pense que j'ai effectivement, je le sais, j'ai le syndrome du fils d'ouvrier. C'est-à-dire que je me suis aperçu dans ma vie que j'ai créé des boucles. Tu vois, je suis au SMIC, pas fait d'études, je me retrouve 5 ans plus tard à être cadre et gagner 5-6 000 balles par mois. Et au lieu de passer, tu sais, ce petit step de dire, après, peut-être directeur de la régie ou d'une boîte, vas-y, je claque madame, je repars à zéro, je suis sur le canapé des potes à 27 ans, et je suis le saltimbanque de la vidéo. Sauf que, en fait, 3 ans plus tard, je me retrouve à être payé 10 000 balles pour aller filmer à nager avec des baleines en Polynésie. Et là, tu te dis, attends, waouh, je suis encore plus successful qu'avant à faire des trucs que je kiffe encore plus. Le step d'après, c'est être quoi? C'est être créateur de contenu potentiellement national, tu vois, ou un peu entertainment, on connaît encore plus. Et gagner encore plus. Vas-y, ça me saoule, j'arrête tout et je repars à zéro, je monte un business. Le business, il fait 300-400K à l'année. Tu dis, le business, faut le shifter, le faire passer 1-2 millions, etc. Vas-y, ça me saoule, je prends une pause de 8 mois, tu vois. Parce que j'ai capté, avec ce temps que je prends off aussi et toujours cette exploration de moi-même et de la vie, c'est de se dire que, ok, en fait, je crois que j'ai l'impression que si je suis trop riche, si j'ai trop d'argent, c'est comme si je trahissais un peu mes racines, tu sais. C'est comme si je suis plus connecté à qui je suis, à ma famille et d'où je viens. Et alors que ma famille elle m'a jamais demandé de pas être riche, tu vois. Et c'est ce côté où vraiment l'argent, quand t'es ouvrier, fils d'ouvrier, c'est ça. Les gens qui en ont beaucoup, c'est souvent des gens qui ont carotte des gens, qui, tu sais, faut pas c'est un truc un peu particulier, c'est un truc un peu, il faut en avoir, mais en avoir trop, c'est bizarre en fait. C'est que t'as souvent peut-être été une mauvaise personne, t'as fait des trucs qu'il fallait pas. Non, parce que souvent la ligne est fine. C'est cool, tu gagnes plus jusqu'au jour où... non, c'est pas bien. Ouais, mais personne me l'a jamais dit, en vrai. Mais c'est ce côté où... Les gens te le disent pas. Et c'est ce côté, je pense, c'est la paix que je dois faire avec moi-même, et c'est ce plafond de verre que je dois briser pour, si je veux être, encore une fois, le maître de l'échiquier de la liberté, il faut que je sois OK, en fait. Potentiellement, parce que je sens que j'ai les capacités à générer certaines choses, créer des projets qui peuvent me mettre ultra bien financièrement, mais je sens qu'il y a une partie d'auto-sabotage que je dois encore régler pour justement obtenir ces fonds-là qui font que j'y pense plus. Moi, ce que je veux, c'est avoir assez d'argent pour pas avoir à réfléchir quand je dois dépenser un truc qui me fait plaisir. Ouais, mais tu vois, tu parlais d'exploration tout à l'heure, j'ai l'impression que toi, t'as pris plus le véhicule du voyage et moi, l'argent, pour moi, et c'est vraiment cet outil de qui suis-je quand l'argent n'est plus un critère. Tu vois, quand je dois plus... qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je kiffe? Qui j'ai envie d'être? Jusqu'à découvrir, et c'est le cas de beaucoup de gens qui s'enrichissent et qui découvrent que finalement, ce que j'ai envie d'être ou qui je suis, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent au final. Exactement. C'est toujours une découverte que les gens font. Mais tu vois, il y a vraiment ce truc d'exploration de qu'est-ce que j'aime porter? Qu'est-ce que j'aime manger? Qu'est-ce que j'aime... Où est-ce que j'aime aller? Qu'est-ce que j'aime voyager? Et en fait, tu vois, je vais peut-être pour te rendre compte que voyager en business, ça me saoule et qu'en fait, je préfère être en France et que j'adore le train ou j'en sais rien, tu vois. Mais c'est vraiment cette... moi, pour moi, c'est cette quête. À titre personnel, après, j'ai une mission avec ce que je fais avec Richissime, mais à titre personnel, c'est mon exploration, c'est qui suis-je quand c'est plus un critère. Parce que moi, depuis que je suis petite jusqu'à aujourd'hui, effectivement, l'argent tient une place trop importante dans mes décisions, tu vois. Alors, moins aujourd'hui, mais c'était... qu'est-ce que je vais manger? Tu vois, je sais pas, tu fais un voyage, t'es sur une aire d'autoroute. Comment tu décides ce que tu vas manger? D'abord, c'est combien ça coûte. Et j'étais des années comme ça. Hein. Ce que tu portes, c'est déjà les enseignes que tu peux t'offrir. Alors, elles ont un choix qui est plus ou moins large, mais mine de rien, ça conditionne ce que tu portes. Oui et non, encore une fois, il y a plein de... Mais quand même, et tout ça, j'essaye de le déconstruire, c'est est-ce que je fais les mêmes choix si j'enlève l'argent? Je pense qu'il y a une chose que j'ai... qui est une très belle quête, enfin une réponse que j'ai trouvée l'année dernière quand j'étais en Colombie. Et je pense que c'est le plus dur, je pense. Quand tu vas essayer de te comprendre et de comprendre la personne que tu es, ça prend du temps, mais ça reste assez simple, tu vois. Comprendre qui t'es, ce que t'aimes pas, tes points forts, tes points faibles. Le plus dur après, c'est d'accepter qui tu n'es pas. C'est beaucoup plus dur. Parce que la plupart du temps, on veut les choses que l'on n'a pas, et du coup, on idolâtre aussi, on veut être des personnes que l'on n'est pas intrinsèquement. Typiquement, moi, j'admire tous les grands bâtisseurs. C'est-à-dire ou les personnes les grands artistes, les sportifs, qui vont choisir une expérience de vie, qui vont aller au bout de cette expérience, qui vont la crafter toute leur vie, et donc faire des choses grandioses. C'est mathématique, si tu fais un truc toute ta life,
Il y a un moment, tu marqueras l'histoire, tu feras des choses incroyables, etc. Et j'adorerais être ça. Et la fois où j'ai pas été heureux dans ma vie, c'est quand justement, je me suis fixé un truc où je voulais monter un business, et j'étais aussi focus sur l'argent, et on y reviendra, et ça me rendait clairement pas heureux. J'étais plus créatif, j'étais plus dans le flow, j'étais plus dans l'amusement, tout ce qui a fait le succès de ma vie jusque-là. Et j'ai compris, tu vois, que, en fait, non, moi, je suis un explorateur, un expérimentateur, un testeur et un partageur. Et une fois que j'ai fait un truc, j'ai fait le tour et j'ai à peu près capté ce qui se passe dans cette thématique, j'ai besoin de passer à autre chose. Et c'est très dur, parce que quand tu idolâtres un certain type de personne et que tu dis, c'est pas moi, et que même si je donne tout, je serais pas heureux à faire ça, et que ça va me prendre certainement plus de temps et d'énergie qu'eux, et en fait, tu commences en fait à accepter du coup qui t'es. Et du coup, là, tu remets ton énergie dans tes zones de génie, dans ton chemin de vie à toi. Mais ça, c'est dur d'accepter de quitter pas, en fait. Et du coup, potentiellement, de te détacher de l'argent et de tout ce qui va avec. En ce moment, je suis en lutte avec la bosseuse. Parce que je me rends compte que c'est moi et c'est pas moi. Mais je me suis tellement identifiée à la bosseuse, celle qui a pas une minute à elle, qui utilise son temps libre en fait quand elle est pas en train de créer pour Richissime, elle achète des immeubles, elle les retape, elle fait de la déco, elle a plein de projets, waouh, parce que ça suscite le waouh. Et quand en plus tu le partages sur les réseaux sociaux, mais même quand c'est juste dans ton entourage, ça suscite un certain waouh, ce qu'elle fait incroyable. Et ça a commencé avec ma grossesse en 2022-2023, et puis ça me poursuit depuis. C'est il y a eu la grossesse où j'étais HS dans le canapé. Après, il y a eu des périodes de surmenage en reprenant le travail. Il y a quand même une vie qui change, etc. Et du coup, je suis pas allée au bout de cette réflexion pendant la grossesse et je suis encore dedans, tu vois. Ce truc de mais qui je suis quand je suis pas une bosseuse. Comment je peux accepter ce côté de moi qui a pas envie de travailler tout le temps. Bien sûr. Et du coup accepter aussi que je vais pas à la vitesse où j'aimerais aller dans la réalisation de mes projets, avec tous les effets de comparaison, etc. Et oui, j'arrive pas. J'ai vraiment profondément du mal à accepter que moi, au-delà de 5 heures par jour, j'en ai ma claque, quoi. Surtout, c'est du deep work. Mais je pense que c'est le vrai problème des gens aussi, surtout quand il y a eu un drive de la reconnaissance et de l'argent, c'est que tu confonds l'outil et la destination, en fait. Tu vois, pour moi, l'argent, c'est un outil, c'est une énergie. Maintenant, je le sais aujourd'hui. Donc, ça te permet comme n'importe quel outil et énergie, c'est que tu t'en sers de façon différente, tu vois. Donc, avec un marteau, tu peux casser des voitures ou tu peux construire des maisons. Sauf que il y en a, ils voient l'argent comme une finalité. Donc c'est comme je dis, je veux avoir le plus de marteaux possible. Et so what, tu vois, ça sert à quoi? Le but de l'argent est derrière de pouvoir s'épanouir. Et pour moi, c'est encore une fois nourrir les piliers de la liberté. Et dedans, il y a la liberté d'avoir du temps. Aujourd'hui, mon argent, je le dépense pour gagner du temps. Tu vois, c'est-à-dire, je vais payer des trucs tiens, j'ai pas envie de faire à manger, je vais me payer à bouffer. Ça peut être une personne qui va venir nettoyer l'appartement si j'ai pas envie de le faire. Ça peut être déléguer des tâches dans mon business. C'est pas pour me payer des trucs, tu vois. C'est vraiment pour récupérer du temps à moi. Et ça, je pense, c'est clairement. T'en fais quoi de ce temps? Qu'est-ce que j'en fais? Des fois, je vais faire du sport, je me balade. Et en plus, quand t'es en Colombie, je sais pas, tu pars en week-end, tu pars dans les villages, tu pars faire du sport. Parce que moi, je fais la même chose que toi. Ouais. Sauf que je m'achète du temps pour produire. Ah ouais, mais voilà. Mais en fait, je sors pas de cette boucle où j'ai la valeur de mon temps, elle est tellement haute parce que elle est très mon temps sert énormément à produire que du coup, j'arrive pas à me sortir. Parce que t'es pas encore riche. Tu sais ce que c'est être riche pour moi? C'est savoir quand t'as assez. C'est-à-dire que quand tu sais que t'as assez, tu dis c'est bon, j'ai assez. Et versus le mec qui fait, j'en ai plein des potes qui sont dans la peur du manque. Et la peur du manque, c'est j'ai besoin encore de. Et là, après, je serais bien. Sauf que il y a une étude qui a été faite aussi. Combien il vous faudra d'argent pour être vraiment bien? Et tous les gens, du smicard au multimillionnaire, ils disent toujours, c'est quasiment x3 par rapport à ce qu'ils ont dit. Je gagne 1002, je gagne 2000 balles, mais si je gagne 6000, là, je serais vraiment bien. Et le mec à 2 millions, il dit, si j'ai 6 millions, je suis bien. Et je pense qu'être riche, c'est justement de se dire, déjà, il y a un hack assez simple à faire, en fait. C'est le vrai secret pour être riche financièrement, c'est de te dire, quand tu gagnes plus, tu gardes le même style de vie. Parce que là, tu sais que tu vas avoir largement assez. Et le problème des gens, c'est que quand ils gagnent plus, ils augmentent leur style de vie,
et ils sont de nouveau prisonniers de l'argent parce que s'il leur arrive une merde et qu'ils rentrent pas autant de thunes, ben ça marche plus, ils sont dans la merde. Versus, t'as un gap, t'as une lèvre de cash en plus qui te rend libre. Et libre, c'est savoir que t'as assez. Pour moi, c'est l'essentiel. En fait, ma course à moi, c'est pas exclusivement une course après l'argent. Ok. C'est la reconnaissance aussi. Ouais. Oui, bien sûr. Et en fait, le problème, c'est que dans mon monde, parce que moi, les gens que j'admire, ce sont des gens qui ont réussi, et notamment dans le business. Et quand on réussit dans le business, la seule mesure... Enfin, c'est l'argent. La mesure de réussite dans le business, c'est l'argent. Tu gagnes combien aujourd'hui par an? Tu fais combien aujourd'hui? Alors, ma boîte? Ta boîte et toi? Alors, ma boîte, elle est sur une... Je vais chercher les 1 million et plus. Ok. Mais aujourd'hui, je suis à 300 000. Ah, à titre perso? Non. Non, sur la boîte. Ok. Et à titre perso? Moi, je me rémunère 5 000. Ok. Et j'ai des assets immobiliers duquel je me tire aucune rémunération, aucun cash. Mais après, ça veut rien dire la rémunération parce que je pourrais me verser plus, mais bien sûr, pas le faire et tout, tu vois. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, les gens que j'admire, les gens à qui j'ai envie de passer tout mon temps, c'est vrai que c'est les gens desquels j'ai envie d'apprendre, d'absorber. Et ces gens-là, c'est ceux qui sont 1, 2, 3, 4, 10 steps devant moi, tu vois. Et mon problème, c'est que... Ils ont tous le même problème. Je sais, et moi j'ai l'impression que... C'est une vision du monde sur laquelle en ce moment, c'est horrible. Tu sais, je me dis, mais je peux même pas leur parler. Tu sais, dans ma vision du monde, j'ai l'impression que je peux pas leur parler et que je peux pas leur déranger si je suis pas moi-même. Mais du coup, t'as plus d'intérêt d'aller les voir si après t'es au même niveau. Potentiellement. C'est ça qui est un petit peu mais horrible dans mon histoire. C'est marrant, mais t'as vraiment le, entre guillemets, le problème typique du high achiever, de la high achievers. J'étais à Bali. Ma mentor me l'a dit. Non, mais quand j'étais voir un pote hypnothérapeute quand j'étais à Bali, il accompagne que des entrepreneurs et profil de 30 à 60 ans. Sauf que ces gens-là, en fait, les high achievers, c'est très bien. C'est quand t'as besoin de prouver, ça te permet d'enfoncer les portes. C'est un fuel qui est inépuisable. Sauf que quand t'arrives à 60 ans, je sais pas. on se comprend. Mais jusqu'à temps que ton corps il dit stop. Mais quand t'arrives à 60 piges et que t'es toujours aussi malheureux alors que t'as créé tous les trucs que tu voulais achever, tu te poses des questions. Et tous ces gens-là, et je pense que toi y compris, ils ont le même problème, ils me disaient. C'est I'm not enough. Je ne suis pas assez. C'est-à-dire que tu vas tout faire pour essayer de prouver ton père, ta mère, la société, les gens, ta sœur, peu importe ce qui ça, que tu es assez, et qu'en fait, tu vas créer pour te dire, les gars, j'ai entre guillemets, j'ai assez d'amour, de reconnaissance, etc. Et finalement, c'est ça qui te rend pauvre et ce qui te rend à la poursuite parce que tant encore une fois, on en revient à la base. Tant qu'au début, t'as pas pris soin de ton moteur et de dire je kiffe le moteur que j'ai et que je suis bien, en fait, peu importe la somme d'argent que tu feras, il manquera toujours quelque chose. Les gens que j'admire le plus en ce moment, et j'en ai reçu quelques-uns à ce micro. Qui sont? Ça va leur faire plaisir, vas-y. Stéphanie Delestre, par exemple, elle a cette vision-là du monde. Alice Catlino, et j'ai un troisième nom que j'ai oublié. Et j'ai une de mes collaboratrices amies aussi, Mélanie, je te fais un gros bisou, qui ont cette vision différente du monde. Qui est, ouais. En fait, elle voit pas ce monde d'une façon hiérarchique où on ne peut discuter qu'avec les gens qui sont du même niveau. C'est un peu comme dans Tinder, qui te match que avec des gens, tu sais, ils te grade ou un truc comme ça, et ils te match que avec des gens qui sont du même niveau. Un peu comme tu reproduis des entre-soi dans ton milieu social, etc. J'imagine que toi, avec le voyage, mais t'as cassé totalement ces barrières-là, tu vois. Ouais. Mais moi, je vis dans un monde, je sais pas d'où ça vient, évidemment en partie de mon éducation, etc., mais je vis dans un monde où j'ose pas, je suis intimidée d'aller parler aux gens que moi-même je mets au-dessus, tu vois. Bien sûr. Pour des critères qui sont les miens, etc. Et souvent, et ça c'est une horrible, je crois que je l'ai jamais dit à ce micro, mais j'ai peur d'être cette personne-là pour d'autres. Bien sûr. De pas être accessible, d'être un peu cette personne qui te... Ouais. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Donc, les autres le sont pour moi, mais... Mais en fait, ta pensée limitante s'applique de partout, en fait. Voilà, parce que ça s'applique aussi, tu te dis, en haut et en bas, en fait. Donc, Exactement. Ouais. Et ça, c'est... Voilà, franchement, c'est un gros sujet de travail en ce moment, parce que c'est pas comme ça. Et je sens que ça me met des barrières énormes pour là où j'ai envie d'aller, en fait. Ouais. Mais c'est sûr que
le voyage, ça m'a créé ce super pouvoir, en fait. C'est-à-dire que si tu passes un peu de temps avec moi, et mes potes, ils hallucinent toujours, je rentre dans une boulangerie, je dis bonjour à la personne, au caissier, etc. En fait, pour moi, je vois pas un statut social. En face de moi, je vois une énergie, tu vois. Une énergie avec laquelle j'ai envie de matcher ou pas. Tu sois éboueur ou prince. Ça, en fait, quelqu'un qui a une belle énergie, qui est intéressant, et même ceux qui n'en ont pas une bonne, t'apprennent toujours des choses. Ça, c'est ce que t'apprends aussi le voyage. Ce qui fait que j'ai aucune appréhension aujourd'hui. Il y a personne qui m'impressionne, tu vois. Et pas, alors, il y en a peut-être quelques-uns qui ça va être un petit idole, évidemment, tu vois, mais si tu me dis, lui, c'est un ministre machin, je vais lui dire, salut, tu vas bien? Enfin, tu vois, genre, parce que j'ai tellement créé ce réflexe d'aller créer du lien, etc., que j'avoue, ça me permet et c'est aussi, je suis d'accord avec elle, c'est de se dire, tu vois, comme tu te rappelles, je te disais l'échelle. Ouais. Que tu sois pauvre ou très riche, pour moi, il n'y a pas d'échelle de valeur. C'est la conscience que tu mets dans ce que tu es. Ouais. Et ce qui permet aussi tu sais, des fois, tu vas rencontrer des gens que tu dis, ouais, putain, il a l'air trop stylé. Tu le vois en face. Oh, c'est quoi cette énergie, cette personnalité? Et tu dis, en fait, j'ai même pas envie de lui parler, tu vois. Et je pense que c'est plus ça, en fait, que j'aime suivre. C'est, waouh, est-ce que ça me parle? Est-ce que là, j'ai envie d'aller lui parler, tu vois? Et tu le ressens, ça, en fait. Tu le ressens. Et à partir de là, en fait, quand tu sens que t'es sur la même longueur d'onde, peu importe qui t'es, en vrai, t'y vas, quoi. C'est trop J'adore cool. ton fil parce qu'effectivement, moi, je marche beaucoup aux énergies. Tu vois de quoi je veux parler. Mais oui, parce tu sais, cette personne où quand t'es dans l'ascenseur, en fait. Oh, le truc, il a bougé, tout le monde panique. Mais tu sais, il y a toujours, tu sais, dans la salle d'attente du médecin, il y a toujours des gens, tu croises le regard et t'as capté, vous êtes compris. Il y a un truc qui se passe et les autres, non. Ça, t'es sur je sais pas qui a créé ce côté même longueur d'onde, mais je pense qu'il y a un truc de CB, tu vois. Ouais, il y a des fréquences. Tu matches avec des. Attention, ça, si t'es un peu physicien, tu sais que pour les coups, tout est énergie. Enfin, tu vois, toutes les cellules, etc., sont énergie. Donc, et je pense qu'il y a bien un truc que j'ai pu encore une fois développer avec le voyage, c'est quand tu connais pas les lois, tu connais personne, tu connais pas la langue, tu te fies à ton instinct. Et ton instinct, c'est ta capacité à comprendre la personne en face. Comment tu peux comprendre quelqu'un en face qui t'a pas parlé? C'est juste ce qui dégage, et de ce qui dégage que ton corps a compris de ça. Et maintenant, je sais qu'en quelques minutes, je peux capter quelqu'un. J'ai pas besoin qu'il me parle. Je vais savoir quel type de personnalité il va avoir, etc. Et à chaque fois que j'ai trouvé ça, parce que des fois, au début, je me jugeais, tu vois. Je me disais, merde, Alex, pourquoi tu mets les gens dans les cases? Pourquoi tu peux pas blairer cette personne et t'as rien dit, rien fait? À chaque fois que je outrepassais ça, j'ai dit, allez, laisse une chance. Tu peux être sûr que c'était la vérité. C'était exactement ça. En tout cas, c'est ta vérité, c'est-à-dire cette personne ne matche pas du tout. Non, mais c'est un con, il va me faire un truc à l'envers. Il s'est passé que c'était un con qui m'a mis à l'envers. C'est quelqu'un qui prend les gens de haut, je le sens pas, je le vois interagir, c'est exactement ça. Le scénario se passe. Tu vois, c'est pas tant moi, c'est vraiment je vois sur des trucs. Et ça, c'est clairement le voyage, parce qu'en fait, t'es en entraînement permanent, en fait. T'es toujours en train de compter les gens qui te font comprendre quel scénario il va se passer. Et ça, c'est ultra utile. C'est ultra utile. T'as eu pendant 10 ans, et même on peut considérer encore aujourd'hui, tu t'es créé ton job de rêve. D'ailleurs, tu l'appelais comme ça à un moment donné. Tu étais payé par des marques pour créer des offices de tourisme. C'était encore plus simple. C'était des offices de tourisme. Ça, c'est génial. J'ai lu aller sur le site de Alex, parce que je crois que j'ai jamais vu une bio aussi détaillée de tout ce que t'as fait année par année. C'est assez impressionnant, mais effectivement, tous les offices du tourisme, enfin, étatiques, tu vois, les Visit Britain, les Canada, Bahamas, exactement. Norvège. Donc les gens te rémunèrent pour c'est simple, j'ai pas placé des marques, c'est genre Alex va dans notre destination, dans tel endroit, sur telle thématique, devis, 3-4 vidéos. Et là, j'avais juste à vivre le truc et le partager. J'avais pas à me dire, attention, le sponsor du jour. Non, je vais en Norvège, voilà. Et en plus, je suis brut de décoffrage, donc c'était toujours authentique, tu vois. Donc je partageais ce que je vivais, en fait. Est-ce que tu te sentais justement toujours libre à ce moment-là? Parce qu'il y a quand même l'impératif de j'ai besoin d'argent pour nourrir mon lifestyle. Et est-ce que ça vient toujours de manière fluide? Est-ce que tu fais toujours ce que tu veux? La seule prison que j'ai eue, c'est moi qui me la suis créée. Personne m'a jamais forcé à accepter une mission. Personne m'a demandé de dire quoi que ce soit de précis. Et en fait, faut penser que quand tu commences à atteindre le rêve que tu as toujours rêvé depuis gamin, voyager, partager ta passion du voyage, montrer les pays tels qu'ils sont et pas tels qu'on les conçoit, briser des stéréotypes, tout ça, et que tu es payé pour le faire, tu sais pas dire non. À
aux opportunités, même si on t'avait payé 100 balles. Sauf que quand on commence à mettre 10 000 balles sur la table pour dire viens 2 semaines, voir des aurores boréales, etc., et nager, et voir des baleines, et être dans des fjords, ben même si, et c'est moi les grosses erreurs que j'ai faites, c'est même si t'es crevé, que t'en peux plus, que ça fait 6 mois que t'as pas de jour off, tu peux pas dire non. Parce que t'as encore ce syndrome du fils d'ouvrier où t'as la voix de ton père qui, s'il savait que je dis non à 6 mois de salaire pour réaliser un rêve en plus, pour faire un truc que j'adore parce que je suis fatigué. Non, mais attends, gars, non, tu te lèves, t'y vas en fait. Sauf que, avec l'expérience, avec le recul, surtout quand t'es entrepreneur ou créateur de contenu, tu es ton véhicule. Et si le véhicule est en panne, il se passe plus rien. Et plus t'attends à faire réparer un truc ou aller à la révision, plus potentiellement te faut la casse, tu vois. Et tu te fous la casse, tu vois. Et ça a été ça, moi, ma prison. On me demandait souvent, est-ce que t'avais le temps de kiffer pendant tes voyages? Mais grave. T'as une activité le matin, une activité l'après-midi, tu filmes 1 heure ou 2, il te reste 3-4 heures, tous les posts sont faits, et moi j'étais avec mes potes filmmakers que j'emmenais, on était en mode, c'est bon, on a tout, vas-y, on pose les cams, on kiffe notre mère. Enfin, moi, c'est pour ça que je faisais ça. Je faisais pas ça pour être payé, je faisais ça parce que j'adorais ça, je l'aurais fait gratos. Et le problème, c'est que tu kiffes, et comme n'importe quel mec qui kiffe et qui est pas en train de travailler, il peut pas s'arrêter. Quand tu fais une partie de FIFA ou une partie de Fortnite, qu'est-ce que tu fais quand la partie est terminée? Tu vas recommencer une. Et tu prends pas le temps, à un moment, de dire, putain, il est 6 heures du mat, ça fait, j'ai dormi 4 heures et j'ai enchaîné. Et en fait, c'est pareil dans le taf. Et c'est pour ça que tu vois que les créateurs se burn out beaucoup, que les entrepreneurs burn out beaucoup, parce que ils arrivent pas à comprendre ça, en fait. Ils arrivent pas à, tu sais, c'est comme t'es au paradis, tu peux tout faire. Mais en fait, on ne dit pas que pour être au paradis, il faut aussi prendre le temps de respirer, de se reposer, de tout ça. Mais à la limite, là, tu parles d'une fatigue qui est physique, c'est-à-dire... Mentale aussi. Ouais, mais... Mentale. Oui, mais c'est pas la lassitude, c'est pas le burn-out il y a pas de perte de sens dans ce que tu dis. Parce qu'il y a aussi en fait, t'as déjà ton meilleur kiff de projet. Dors pas pendant 2 jours. On va voir si c'est ton kiff de projet de le faire. Moi, tu dors pas pendant 24 heures. T'es là, je comprends rien, j'arrive pas. C'est que des problèmes. Donc, tu deviens lassé. J'ai un enfant. Voilà, ouais, d'accord. Donc, tu sais bien mieux que moi ce que c'est. Donc, en fait. Et encore, il est vraiment mignon. Il nous laisse beaucoup dormir. On lui fait un bisou. Mais. Quand il écoutera ce podcast je t'assure que, effectivement, je pense que tous les parents qui ont des enfants qui font pas bien leur nuit le savent. Ça change la vie de ne pas dormir. Mais donc, d'être fatigué cérébralement. Ouais. Et moi, c'est ça, en fait. C'est que, et même, je disais, il y a un concept qui est compliqué à concevoir pour ceux qui n'ont pas une vie choisie de liberté et d'épanouissement. C'est de se dire, être heureux, c'est fatigant. Imagine, je sais pas, le dernier week-end ou dernière vacances que t'as fait avec tes potes ou pendant 4 jours, c'était génial. T'as plein d'émotions, tu te retrouves, c'est cool, ça fait des trucs, ça rigole, tu ressors du week-end, tu rentres chez toi, tu fais, oh, putain, je suis crevé, tu sais, en vrai, genre, humainement, ça m'a, imagine 10 ans où tous les jours, c'est ça. À être là, à rencontrer des chefs indiens, à rencontrer des skippers au fin fond d'un fjord en Norvège où tu vas voir des baleines et parce qu'à chaque fois que j'allais quelque part, on me montrait le meilleur pour que moi je puisse partager le meilleur. Donc t'es là en mode, t'es shooté à l'adrénaline et à la dopamine en permanence et c'est fucking fatigant en vrai. Ton âme elle est fatiguée tout le temps. Des fois j'ai envie de dire, viens on fait rien, viens on se repose. Tu dis encore un dernier truc, tu vois. Et ça c'est très sous-estimé parce que encore une fois, tu sors de la rat race et tu vas dans ta golden race. Sauf que la rat race, tu t'endors, ton cerveau il est endormi, et la golden race, tu crames ton cerveau en fait. Tu te consumes de l'intérieur par la créativité, le kiff. Et c'est très dur en fait de dire stop à ça. Surtout quand t'es en train de réussir. Parce qu'en fait, mais non mais je suis presque. Attends, j'y suis presque. Attends encore un petit peu, je suis sûr que je vais le toucher. Et là, boum, tu tombes dans le ravin parce que t'as pas vu qu'il y avait un ravin en fait. Il fallait prendre le temps de se reposer, de construire un pont pour aller de l'autre côté. Ouais, tu vois, moi, je vis quelque chose, mais je suis pas sûre que ce soit le kiff qui m'use, tu vois. Moi, c'est... T'es la compta. Ouais, je comprends, moi, c'est pareil. Ah, ouais. Non, c'est une forme... En fait, c'est plutôt une forme d'absence de kiff à l'extérieur. C'est-à-dire que je kiffe beaucoup sur mon business, mais je sens que dans ma vie, il peut pas y avoir que ça, mais j'ai pas trouvé ce qui me plaît en dehors. Et tu vois, il y a comme une perte de sens de tout ce que je fais dans le boulot me nourrit. Mais and so what, tu vois. Je fais pas ce que je fais juste pour continuer à faire ce que je fais. Bien sûr.
Et ce truc-là, tu vois, ça fait plusieurs mois, ok, ça me challenge. Bien sûr. Et du coup, ça tire mon énergie, cette quête de... Parce que t'as du doute aussi. Oui. Et le doute, ça, c'est un frein. Mais c'est Alex Hormozy qui dit qu'on passe 90 ou 95% de son temps dans les entrepreneurs passent 95% de leur temps dans le doute. C'est vrai, si vous quand vous voyez les entrepreneurs qui sont successful de l'extérieur, vous avez l'impression qu'ils sont pleins de confiance en eux, etc. Moi, quand je dis sur mon Insta que je doute, les gens me disent « What ?» Je dis, mais c'est la plupart du temps, en fait. Je suis pas sûre que vous en ayez vraiment conscience. Et ça te prend une énergie de dingue aussi, de passer ton temps à te remettre en question voilà. Et voilà. Donc, pour moi, il y a une autre forme aussi d'épuisement en ce moment. C'est vrai que j'ai moins envie de créer, j'ai envie de me ressourcer, je cherche un truc que je sais pas ce que je cherche. Et aussi, je suis dans une phase de structuration de ma boîte. J'ai besoin que d'autres gens reprennent pour que moi, je puisse aussi, tu vois, retrouver cette énergie sur d'autres projets que j'ai déjà identifiés, mais j'ai pas le temps de faire. Et structurer ma boîte, ça, oh merde, désolée. J'adore les gens avec qui je travaille. Par contre, non, mais toi, structurer t'es ça, pas la technicienne, t'es la visionnaire. En fait. Exactement. Donc t'es Steve Jobs, t'es pas Wozniak. Donc, et normalement, une bonne boîte qui tourne, il y a toujours cette complémentarité. Et je vois plusieurs problématiques, si je peux me permettre, dans ce qui se passe en ce moment. C'est que, déjà, t'as pas l'espace mental de trouver ta réponse. Non. Parce que, pour avoir fait plusieurs fois dans ma vie des vrais breaks, et une fois un forcé, par un burn-out, en fait, les vraies réponses, elles viennent au minimum au bout de 5-6 jours de calme absolu. Ah oui, au minimum, oui. Et minimum. Non, mais c'est-à-dire que t'as débranché pendant 5 jours. Et parce que le premier jour, tu vas être en mode, ça tourne toujours, tu viens d'éteindre tu vas de couper le train, mais le train, il était à 200 km/h, donc il tourne. Et puis après, ça commence à s'apaiser. Puis après, t'as un peu de sentiment de culpabilité, de dire merde, je devrais pas retourner, etc. Puis 4e jour, tu commences à kiffer. Et là, le cerveau dit, ah, ok, c'est bon, on a le temps. Et là, déjà, c'est... Je rajouterais une condition à ça. Ouais. Ça vient au bout de quelques jours si tu l'acceptes. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, t'es en vacances, t'acceptes que t'es en vacances et que ça va durer un temps. Souvent, tu vois qu'au bout de quelques jours, la créativité revient. Mais je te prends l'exemple de ma grossesse. J'ai été en lutte pendant toute ma grossesse. J'ai été en lutte contre cette version de moi qui produit moins. Et je ne suis pas du tout allée au bout de la réflexion. Pourtant, il y avait un réel but et objectif, tu vois. Je savais pourquoi j'étais dans cet état-là et je savais qu'il y avait un vrai objectif derrière. Mais je suis pas allée au bout de cette réflexion parce que je n'acceptais pas. Et les gens qui font des burn-out et qui n'acceptent pas vont pas du tout se ressourcer au bout de 5-6 jours. Ah, mais c'est parce que c'est là où merci de me reprendre, c'est que ces 5-6 jours, il faut que ce soit un séjour justement exprès pour ça. C'est pas un séjour genre bon bah on va en vacances, de toute façon j'y vais avec la famille, ou genre oh je suis enceinte donc je vais avoir ce temps off. C'est genre là je m'accorde du temps en tant que CEO, fondatrice et entrepreneuse pour aller trouver une réponse, qui est très bizarre de se dire je vais aller rien faire pour avoir des grandes réponses. Déjà il y a cette première chose là, et la deuxième c'est aussi, ça se voit qu'en ce moment t'es ce qu'ils appellent Dan Sullivan, t'es dans une mentalité 2x et non pas 10x, c'est-à-dire x2 et non pas x10, c'est-à-dire que la plupart des gens, ils essayent de faire plus en ayant une mentalité, essayer de faire x2. Et x2, c'est juste faire ce que tu fais, plus fort, plus longtemps, plus de façon plus dure, tu vois. Donc tu t'épuises. Et le 10x, c'est comment t'as le business d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais si tu devais faire x10. Le but, c'est pas forcément de faire x10, mais c'est qu'à x10... Tu me challenges parce que moi, j'ai l'impression d'être à fond dans le 10x. Mais en fait... en fait, 10x, c'est simple, c'est ton système de 2x te ramènera jamais au 10x, tu vois. Donc, comment tu fais pour réinventer ton paradigme ? Ton paradigme, il va être certainement de capitaliser sur la plupart du temps sur les 20% qui te ramènent 80% de ton chiffre. Et derrière aussi, c'est de te dire comment je fais pour déléguer, pour avoir de plus en plus de temps pour moi. Je comprends ce qui vient de challenger. C'est que je pensais dans le... En fait, mon souci, c'est que je suis en train de structurer pour arriver au 10x. Mais tous les jours, je suis là en mode « Ah, mais ça me prend du temps de structurer. » Tu vois, c'est ce conflit entre... Et donc, t'es dans le deuxième problème. Voilà. Tu l'as lu ce bouquin ou pas ? 10x is easier than 2x. Je l'ai pas lu. Ok. Il y a un autre concept dans ce bouquin qui est ultra intéressant. C'est the gap and the gain. Et la plupart des gens qui sont justement, qui se crament, qui sont, peu importe ce qu'ils fassent, ils ont toujours ce sentiment d'inachevé, de non satisfait, tu vois, d'insatisfaction. C'est qu'ils sont toujours en train de se comparer au gap qui les sépare de ce qui leur manque et de là où ils veulent arriver. Donc typiquement, le mec qui regarde l'horizon pour avancer, sauf que l'horizon, il est toujours en train de reculer et tu fais que te fatiguer, t'as aucun sentiment de satisfaction parce que t'as pas mis une balise pour t'expliquer ce que t'avais franchi. Versus le gain, où là, tu compares toujours
ce que tu as fait par rapport à ce que tu as déjà accompli. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui est pas du tout nostalgique, donc j'étais vraiment dans cette problématique pendant beaucoup d'années. Des fois, j'oublie de regarder, et le peu de fois où, je sais pas, j'ai un pote qui me dit, mais souviens-toi, et je prends le temps de regarder, genre, ma life, je dis, putain, mais j'ai une fucking life de ouf. J'ai vécu 17 vies, j'ai une vie incroyable. Et là, tout à coup, et ça vaut pour ta vie sur 20 ans, mais ça vaut aussi sur 6 mois. Genre, putain, j'ai pas avancé cette semaine, ce truc, j'ai pas réussi à le faire. Et tu regardes sur un mois, je dis, putain, en fait, il y a un mois, j'avais pas fait ça. Là, je l'ai fait, j'ai mis ça en place, j'ai mis ça en place. Et tous les gens qui avancent en se comparant au gain et non pas au manque, là, t'as un vrai truc de remplissage qui te fait du bien, en fait. Et c'est un truc sur lequel tu peux t'appuyer versus, encore une fois, avoir le ravin devant soi qui est toujours en train de reculer. Et ça te ferait énormément de bien, je pense, de faire, tu sais, prends une feuille blanche. J'étais où il y a 1 mois, j'étais où il y a 6 mois, j'étais où il y a 1 an. Je sais, à chaque fois que je le fais, je le fais, en tout cas, toutes les fins d'année, je le fais. Mais à chaque fois que je le fais, ça marche. Mais comme tu dis, on oublie. Je suis le premier à avoir atteint, à avoir découvert plein de leçons de vie incroyables qui te rendent heureuse, les avoir appliquées et les avoir oubliées par acquis, parce que l'effet de masse, l'effet de foule. Pourquoi tu cours? Parce que toi tu cours et d'un coup tu cours une course qui est pas la tienne, et que si tu veux perdre du poids, tu vas pas traîner avec des mecs qui passent leur temps au McDo et à jouer à FIFA, tu vois. Et que si tu te retrouves dans cet environnement-là, tu vas prendre du poids. Donc si t'as découvert, t'as une super mentalité, t'as un super mindset, et tout à coup, soit t'es solo, donc tu t'enfonces dans tes méandres mentaux, soit tu traînes pas avec les bonnes personnes qui matchent avec ça, tu vas oublier. Et c'est normal, je suis le premier à ça, moi. Combien de fois? Qu'est-ce que tu réponds aux gens, parce que je suis sûre qu'on te la demande. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent, oui, mais ta vie, c'est pas la vraie vie? Ma vie, c'est la vraie vie. Genre en mode, oui, non. Mais bon, toi, c'est bien, mais moi, parce que j'ai ceci, cela, c'est pas possible, et puis okay. Voilà. Alors, évidemment que moi, ma vie, de base, j'ai une chance énorme. Je suis français, j'ai une bonne tête, je suis blanc, je suis un homme, donc de base, si moi je réussis pas, personne peut réussir. Ça, je suis d'accord. Sauf que, en fait, le principe de la vie, c'est de se dire, t'as un jeu de cartes, tu vois, t'as une main à la naissance, qu'est-ce que t'en fais? Et moi, grâce au voyage, quand je voyais des gens qui avaient des mentalités, des skills, des envies incroyables, mais qui étaient bloqués, rien que pour le pilier, ce que j'appelle le pilier de la légalité, tu vois, ils peuvent pas sortir chez eux. Au même endroit, ouais. Et en fait, par respect pour eux, je me sentais que je devais exploiter ma vie au maximum. Et en fait, chacun va avoir une vie, quand elle sera exploitée au maximum, qui ressemblera à un truc différent de l'autre. Sauf que justement, moi, c'est fils ouvrier, je connais personne, j'ai pas eu de piston, je suis clairement pas plus intelligent que les autres. Moi, je suis TDAH, donc je m'éparpille souvent, j'ai pas de concentration, etc. C'est dur. Je prends du temps à faire les choses. Il y a des choses que justement, j'ai identifiées grâce à beaucoup d'introspection, où sont mes zones de génie, et je vais capitaliser dessus. Mais c'est pas ma vie, si, en fait. Ma vie, je l'ai construite. Et ma liberté, j'essaie toujours d'y faire attention sur ces 6 piliers qui, pour moi, sont la liberté ultime. C'est quoi les 6 piliers? Les 6 piliers, premier, c'est la santé. En fonction de ta santé, est-ce que tu es libre? Bon, déjà, si tu as des handicaps, tu es peut-être moins libre que d'autres, mais tu prends Théo Curin qui a les 4 membres amputés, le gars, il est en train d'avoir une life de ouf. Donc, il a traversé, je sais plus, la Manche, il est invité à des events de ouf, c'est un mec qui fait des conférences, ça ne l'a pas limité. Donc, il a aussi shifté. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as à la base? Et est-ce que tu es un gars qui va prendre du poids et qui n'est pas foutu de monter l'escalier? Quand tu es Théo Curin, clairement, les efforts que tu dois déployer pour t'offrir cette vie sont pas les mêmes. Donc on est d'accord. Donc ça se construit. Mais si lui y arrive, tu vois, c'est ça que je veux dire. Tu te construis ta liberté. Mais c'est aussi de te dire, est-ce que je suis capable de monter 5 étages sans suffoquer comme un gros phoque, tu vois? Donc ça, c'est le premier. Deuxième, c'est la liberté légale. Est-ce que, si t'as un passeport français, t'as gagné quasi 90% de la liberté incroyable. Mais si t'as envie d'aller aux États-Unis, là, tu te retrouves à une liberté aussi qui est légale. Et ça, c'est toujours un truc à gérer, tu vois, même si t'es français. Après, t'as la liberté d'argent. Parce que, si t'es en capacité physique et administrative d'aller et de faire des trucs, mais que t'as 0 thune, compliqué. Derrière, une fois que t'as ça, c'est la liberté pour moi qui est géographique. Géographique, c'est est-ce que j'ai de l'oseille, est-ce que je suis bien, mais est-ce que je peux aller là-bas, tu vois? Est-ce que je suis autorisé ou est-ce que je dois être à la Défense lundi matin à 7h? Ensuite, t'as la liberté de temps. Si justement tu peux aller où tu veux, mais que t'as pas de temps pour en profiter parce que t'es une entrepreneuse ou un entrepreneur qui fait que travailler et que finalement t'as pas ce pouvoir sur ton temps, mais que t'es esclave de ton temps, pour moi t'es pas libre. Et le dernier, c'est celui qu'on oublie, qui est certainement aussi le plus important, c'est la liberté émotionnelle. Si tu peux aller où tu veux, t'as le fric, t'es bien, t'es en bonne santé, t'as tout ce que tu veux, légalement t'es au top, mais que t'es ton propre prisonnier, t'as créé une prison mentale, que t'as des névroses, que tu te sens pas bien, que quand tu regardes dans le miroir, t'es pas fier de toi,
mais t'es pas libre en fait. La liberté, c'est aussi la liberté de s'aimer, la liberté d'être bien, de pas attendre le regard des gens. Et toutes ces piliers-là, pour moi, ils reposent sur un seul et même socle, qui est savoir apprendre. Si tu sais pas apprendre, et moi j'ai mis des années à savoir apprendre, ben en fait tu peux rien faire. Parce que tous ces piliers-là, ils s'apprennent. Et évidemment, quand tu étais au Curin, il va falloir que le pilier de la liberté de santé, ben tu le bosses et que tu apprennes à comprendre comment tu peux faire. Et si tu as ce socle d'apprentissage, tu peux créer cette liberté ultime. Et après, chacun a à savoir de se dire à quel point il veut être libre géographiquement, en termes de temps, etc. Mais pour moi, c'est ça vraiment qui est ultra important et que je bosse au quotidien. Ok. Ça t'a pas inspiré? Ouais, si, je me prends une petite leçon là. C'est pas leçon de morale, tu vois, mais c'est voilà, petite claque, sympa, petite conversation tranquillou, etc. Ouais, c'est ça. Non, allez, on va revenir à la thune un petit peu. Voilà, on va revenir sur les trucs un peu terre à terre. Exactement. T'as fait un shift dans ton business il y a 3-4 ans, tu le disais, parce que il y a eu je sais pas si on peut appeler ça un ras-le-bol, un burn-out, je sais pas comment tu le qualifies, ou la vie de voyageur influenceur, ça a été too much à un moment donné. C'est pas too much, non, c'est... moi, j'ai choisi, quand j'ai claqué Madem, une vie où j'évolue, une vie où j'explore ma vie, une vie où j'explore, et je savais pas trop ce que c'était, maintenant je sais, cette liberté ultime. Bah, quand tu fais tout le temps la même chose pendant 10 ans, le voyage chaque jour, c'est différent, mais je me sentais plus grandir, je me sentais kiffer, mais je me sentais plus évoluer ni grandir. Donc j'avais besoin de nouveaux challenges. Et je voulais pas être le gars qui se raccroche à bon, j'ai déjà ça, c'est bien, je le garde. Tu sais, genre quand j'ai claqué Madem de cadre, on m'a dit mais t'es fou, Alex, pourquoi tu fais ça? Tout le monde voudrait être... En plus, t'as pas fait d'études, mec, tu devrais être content, tu vois. Je m'en fous, tu vois, je veux tenter. Et par contre, quand après j'ai arrêté d'être influenceur, je fais, mais Alex, t'es malade, pourquoi tu fais ça? Genre, tout le monde rêve, mec, vous êtes 5 à avoir ce job-là en France, qu'est-ce que tu fais? T'es payé pour voyager? Je fais, mais je claque pas Madem, je repars pas à zéro en fait. Ce que tu comprends pas, c'est que moi j'évolue. Pendant que toi tu regardes et que tu restes immobile, moi j'évolue. Et parfois l'évolution, c'est accepter de faire le tri dans ta vie, de repartir à zéro, de remettre les choses à plat pour obtenir quelque chose de plus grand en fait. Mais sauf que dans l'évolution, il y a toujours une phase tu vois, où tu vas creuser à la pelle, tu vois, où tu vas repartir sur des trucs durs avant de repartir. C'est toujours des phases comme ça, la vie. C'est pas que ça, c'est ce que j'ai longtemps pensé, c'est pas ça, en fait. Il y a des phases où tu es obligé de repartir, de reprendre les claques, de remettre justement, tu sais, sur l'échiquier de la liberté, de redevenir un pion qui est humble, qui va réapprendre pour repartir, tu vois. Et en quoi l'infoprenariat, tu vois, nourrit une quelconque évolution personnelle? Très simple. N'oublie pas que moi, ce que je veux, c'est pouvoir aussi être libre de mes mouvements et de mon temps. Ouais. L'infoprenariat permet de vendre ton savoir, décorréler potentiellement de ton temps en fonction de comment tu le vends. Ouais. Et il y a un truc qui est très appréciable, c'est que, tu sais, Didier Deschamps, il a été joueur, il a gagné plein de trucs, mais après il a été entraîneur, il a gagné encore plus de trucs, tu vois. Mm-hmm. Et transmettre, quand t'as découvert quelque chose de fou et d'incroyable qui a changé ta vie, t'as envie de ça, t'as envie de transmettre. Et l'infoprenariat, c'est tu prends ton cerveau, t'en fais une méthode de ton savoir, de tout ce que t'as appris de ton expérience, tu le packages et tu le donnes à des gens qui, tu l'exposes à des gens qui en ont besoin. C'est ça l'infoprenariat. Et pour moi, c'était comment je fais pour arriver à finalement transmettre quelque chose. En transmettant quelque chose, tu l'apprends encore plus. La meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est essayer de le transmettre. Comment je fais pour maintenant décorréler mon temps de l'argent? Parce que quand t'es influenceur, tu vas pouvoir être payé 10 000 balles pour nager avec des baleines. Je vulgarise évidemment, mais t'es obligé d'y aller en fait. Horrible d'aller en Polynésie, mais t'es obligé d'y aller en fait. Et après, c'est de se dire, donc si je veux récupérer cette liberté de temps, il faut que j'arrête de troquer mon temps contre de l'argent, que je mette des systèmes en place, que c'est moi qui choisis et non pas le temps qui me choisit. Ça, c'est ultra important. Et puis après, il y a ce côté aussi de se dire, qu'est-ce qui a été ultra bénéfique dans l'infoprenariat? C'est la vraie question qui est incroyable. Et d'ailleurs, j'en ai fait une formation qui s'appelle la méthode introspection, tu vois. Tellement changé de vie souvent que je vois trop de gens qui galèrent. Je fais, attends, si tu veux connaître 3 ans de ta life, moi je l'ai fait, voilà ma méthode. Mais ça va te permettre aussi de te dire, quand tu veux vendre ton savoir, qui je suis, qu'est-ce que je sais faire? Tu commences par ces 2 trucs-là. Et après, tu peux aller sur l'ikigai qui est un peu plus profond et qui est super intéressant. Mais la première fois que tu te poses ces questions, qui t'es? Et que tu t'es jamais posé cette question. Donc, c'est qui t'es, c'est ta personnalité, c'est tes points forts, c'est tes points faibles. C'est accepter où tu vas être bon. Et du coup, qu'est-ce que je sais faire? Et avoir une vraie approche objective. Parce que si tu fais le point et que tu t'auto-flagelles dans ce que je sais faire et que c'est nul, ça va pas te servir. Ou si tu te pumpes et que tu te gonfles, ça va pas te servir. Avoir une vision objective sur toi. Et une fois que tu mets ça à plat avec tout ça, je fais, ok, qu'est-ce que j'en fais? Finalement, est-ce que ça crée une solution?
Parce qu'un produit, un infoproduit ou des baskets ou un tire-bouchon, c'est juste un produit et donc une solution à un problème. Donc, quand tu as un business, c'est une solution à un problème. L'infoprenariat, c'est une solution à un business. Tu prends les gens qui ont une situation dans laquelle ils se sentent pas bien, d'un point A, tu les emmènes à un point B avec ta solution, ta maîtrise et ton information, ok? Et ben, tu te dis, ok, qui je peux aider et de quel point ils partent et où je les emmène. Et ça te fait grandir en tant que personne parce que ça m'a forcé à, toutes ces années de voyage, j'ai évolué, mais à faire le bilan de cette évolution, tu vois. Et de mapper un peu qui j'étais. Et c'est pas facile en vrai. C'est pas facile, mais c'est ultra bénéfique. Et alors, qu'est-ce qui t'amène à 3 ans après reprendre une pause de 8 mois? L'argent. L'argent, ça a été... Tu vois, quand je te disais, j'étais détaché de l'argent, il y a mon pote Ulysse Lubin qui m'a dit un jour, Alex, t'es le seul mec que je connais. Que je recevrai dans le podcast aussi. J'espère bien. Ulysse Lubin, il m'a dit, putain Alex, t'es le seul mec que je connais qui est sorti du jeu infini de l'argent pour aller kiffer le jeu de la vie et y retomber quelques années plus tard. Et ça m'a vraiment fait clic parce que je m'en étais pas aperçu. Parce que en faisant ce business d'infoprenariat, je suis tombé un peu dans les métriques et la mentalité des gens qui font du business en ligne. Et le métrique principal de réussite, c'est combien tu fais. Combien tu fais de moula. C'est quoi la moula que tu fais, c'est quoi l'oseille, etc. C'est pas que dans le business en ligne. En plus, mais je parle de ce que je connais, je me permets pas de critiquer. C'est dans tout le business, sauf que dans le business en ligne... Tu peux avoir des chiffres exponentiels assez rapides, assez ouf. Ouais. Donc ça fait toujours en plus et on les communique parce que c'est un argument marketing. Voilà. Il y a un peu de tout ça. Je tire l'entrepreneur dans la tech, lui c'est autre chose. C'est ses levées de fonds, c'est son nombre de salariés, et éventuellement c'est son fameux MRR, qui est son monthly recurring revenue. C'est ça, ouais. Voilà. Donc ça c'est, en fait les langages vont être différents, mais effectivement ton MRR en général, ça fait moins bling bling, ça fait moins chouette que tes chiffres d'affaires quand tu es infopreneur, qui peuvent être effectivement énormes. Et du coup, en traînant avec des gens comme ça, je me suis retrouvé dans une course que j'avais quittée parce que ça me parlait pas. Et inconsciemment, du coup, j'ai monté mon business et je faisais les stratégies pour faire du CA, tu vois. Alors, avec une belle démarche parce que, encore une fois, je voyais que mon produit et ma formation apportaient du positif, mais j'étais focus CA. Et moi, être focus CA, ça m'a rendu stressé. J'ai eu la peur du manque. J'étais en mode plus créatif. J'ai perdu le truc principal de toute ma vie qui était un des plus bel aspect de ma vie, un des plus grands super pouvoirs, c'est de m'amuser. Tout ça s'est barré. Plus la fatigue, que j'avais pas eu le temps de vraiment reposer. Après, moi, la grosse erreur que j'ai faite, c'est de pas avoir fait une vraie pause entre l'influence et monter une boîte, mon business. Et ça m'a... Quand t'es plus pump, tout te retombe dessus, tu vois. Ça m'a rattrapé. Donc, pourquoi j'ai pris une pause? Parce qu'en fait, ça me faisait chier, en fait. Parce qu'en fait, ce que je vendais était cool. Ça a apporté un impact. Mais la mentalité avec laquelle je l'avais, qui était une mentalité finalement de la peur de manque, en fait, tu vois, et d'être focus sur l'outil versus sur la finalité et le pourquoi tu le fais. Moi, quand j'ai réussi dans ma vie, je me suis aperçu que, comme dit Naval, je faisais I was doing the thing for their own sake. Je faisais les choses pour le plaisir et l'essence même de les faire. Quand j'étais service client et que je me retrouve à avoir une promo interne chaque année, c'est pas parce que j'étais en mode j'avais les dents qui rayaient le parquet. C'est juste que ça me faisait marrer de faire bien mon job. Et j'étais celui qui faisait le plus le con dans le fucking service. Je balançais des objets, des trucs. En plus, on avait des goodies à la régie. Franchement, j'étais un malade, tu vois. Mais vu que je m'amusais, j'étais fucking in the zone. J'éclatais mon CA. J'étais la personne qui, en plus, pumpait l'équipe en termes d'énergie. Et le jour où, justement, à chaque fois, j'ai eu la même chose. À chaque fois où je me suis pris au sérieux, tu vois, genre, putain, attends, je gagne 5-6 000 balles par mois. Putain, mais lui, à côté, gagne plus. Pourquoi moi, je gagnerais pas ça? Ok, c'est sérieux. Et boum, tu perds ta créa, ton flow, et tu claques ta DM un an après. Tu pars faire le tour du monde. Ah, c'est trop cool, vas-y, je suis sur un canapé, pourquoi pas faire le job? Pop, putain, je gagne 10 000 balles à voyager à travers le monde. Oh là, attends. Comment je peux gagner plus? Non, ouais, mais attends, c'est surtout que ça devient sérieux, 10 000 balles. En plus, je fais ce que. Peut-être, il y a aussi quelqu'un qui est en train de me rattraper, je vais perdre ce ranking. Ouh là là, ok, c'est sérieux, boum, je perds la créativité, le flow, l'amusement. J'arrête 6 mois plus tard, 8 mois plus tard. Ok, je monte une boîte, putain, c'est trop marrant, truc, machin, tu fais tant. Putain, ok, on a fait tant, faut sécuriser, faut doubler, ok, je perds l'amusement et tout. Et boum. Donc, j'ai capté, en fait. Moi, ce qui me rend bon dans la vie, c'est quand je m'amuse. Et l'argent m'amuse pas. L'argent est pour moi, à chaque fois, dans ma vie, en tout cas dans mon chemin de vie, un effet naturel, collatéral, un bénéfice collatéral de mon amusement et quand je suis dans la zone. C'est tout. Et la quête dont tu parlais tout à l'heure, c'est celle de réconcilier les deux? C'est-à-dire d'être capable de continuer à être dans ta zone, même quand tu gagnes plus? Exactement. C'est toujours accepter de faire beaucoup d'argent, mais m'en détacher, tu vois. C'est là parce que, en fait, je veux que ce soit
conséquence sans limite de ce que je fais moi, tu vois. Versus prendre la pression quand il y a beaucoup d'argent. C'est pas bon, en fait, tu vois. C'est-à-dire que tu t'y attaches. Moi, je veux me détacher. Je veux pas être détaché parce que je dénigre l'argent. Je veux être détaché parce que je dois être OK, et j'ai pas encore réussi, à me dire que je peux être multimillionnaire. Parce que j'ai encore cette part potentiellement de culpabilité, de est-ce que je suis assez, est-ce que je vaux ça. Souvent, il y a, je sais plus dans quel bouquin j'avais lu ça, mais je crois que c'est Esprit millionnaire. Il y a quelqu'un qui dit on a l'argent aussi qu'on pense pouvoir mériter et être. Et c'est pour ça que tu prends un mec comme Donald Trump, ben, même quand il était sur la paille, le mec dans sa tête, c'est un fucking riche, tu vois. Et en plus, avec qui il est, évidemment, qu'il régénère. Mais il y a souvent, tu t'aperçois que les mecs qui sont très riches, ils ont une estime d'eux, en tout cas une valeur, qui sont bien vis-à-vis d'eux-mêmes. Et que ceux qui plafonnent, c'est qu'il y a un sentiment un peu de syndrome de l'imposteur, de truc, de je suis pas assez. Ah, je regarde, eux, ils sont bien, ils arrivent, moi, tu vois. Donc j'ai ça encore à résoudre, je pense, pour arriver à, comme tu dis, c'est rester dans l'amusement et le flow et être OK que l'argent soit là avec moi, en fait. C'est quoi comment dirais-je, le truc que t'as le plus envie de dire aux gens et que... C'est quoi le truc que t'as le plus envie de dire aux gens? Dans la vie? Ouais. Vivez avec panache. Vivez pas avec dépit, en fait. Vivre avec dépit, c'est faire insulte à tous ceux qui ne peuvent pas vivre avec intention, avec liberté et avec envie. Quand tu vis avec panache, c'est t'autoriser à être tout ce que tu peux être. C'est accepter de t'aimer en comprenant où tu es bon et en acceptant aussi où tu n'es pas bon. C'est aller au maximum, non pas pour une soif du toujours plus, mais une soif de découverte, d'expansion. Et surtout, autorisez-vous à être conscient de qui vous êtes, de ce que vous faites et ce que vous foutez dans le monde. Je pense qu'il y a personne qui est à peu près épanoui, qui n'a pas un minimum de spiritualité et de compréhension de lui et du monde. Et je pense que le monde a besoin de plus de gens. Marrant, c'est discutable, toi qui as voyagé. Alors tu vas dire, effectivement, une certaine forme de spiritualité et de conscience, parce que finalement, il y a des gens qui ont accès à, en tout cas, pas la culture telle que peut-être nous on la conçoit ici, ou pas d'éducation, etc., et qui sont pas forcément malheureux parce que... Il y a une différence entre être heureux et être épanoui. C'est pas pareil. Être heureux, c'est l'idiot du village, il peut être heureux. Je pense que c'est certainement souvent une des personnes les plus heureuses. Quand tu n'as pas conscience des problèmes et du danger, t'as pas peur et tu stresses pas. L'épanouissement, c'est être heureux en conscience. Tu vois, c'est comme l'insouciance. Tu l'as, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut avoir dans la vie, je trouve, une des plus belles phases de ta vie, l'insouciance, quand t'es entre 13 et 23, tu vois. T'en fous, tu fais les trucs, demain on se lève pas, enfin tu fais les trucs, il y a pas d'enjeu. Quand t'as la chance de l'avoir, ouais. Quand t'as la chance de l'avoir, ça aussi, c'est mais une le problème, de naissance. Bien sûr, exactement. Et raison de plus pour en profiter. Parce qu'une fois que tu l'as plus, c'est ça qui me rend triste auprès des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat dès leurs 16 ans, c'est que pour retrouver l'insouciance, on va dire mentalement et mécaniquement avec ton chemin de vie, c'est extrêmement dur. Ah, c'est marrant, ça, c'est génial que tu dises ça, parce que je trouve, je sais pas si je partage le même point de vue de toi, mais en tout cas, on glorifie les jeunes entrepreneurs, enfin tu vois, les jeunes qui ont une forme de succès, et toi tu dis en mode putain, profitez de votre vie, quoi. C'est pas profiter de votre vie, c'est t'as les phases de la vie, elles sont pas là pour rien. Et j'en parlais justement un week-end où j'ai passé à Pâques avec des mecs entre 23 et 27 ans, tu vois, qui avaient réussi. Donc ils pèsent des millions, tu vois. Et je leur demandais, je fais les gars, j'ai une vraie question pour vous. Et je pense qu'il y a 2 réponses à ça, évidemment. Mais c'est, que va se passer avec la génération qui n'a pas vécu ces moments d'insouciance, qui va avoir une réussite sociale, on va dire, un establishment financier à peut-être 25-30 ans que normalement tu as à 50-60. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va donner une génération de personnes beaucoup plus éveillées parce que finalement à 30 ans ils ont niqué le game de l'argent et ils vont aller sur autre chose, tu vois, l'épanouissement d'eux, peut-être atteindre des niveaux de spiritualité, d'épanouissement, de sagesse donc on connaît pas encore, ou est-ce que ça va rendre des gens ultra addicts à ce jeu infini et qui vont se perdre dans cette boucle là? Et j'ai bien aimé leur réponse, ils disent c'est comme tout en fait, c'est de qui tu t'entoures et de comment tu as abordé déjà le premier step de ta richesse. Et eux qui étaient déjà dans vraiment cette connexion entre qui ils sont, pourquoi ils le font et à quoi va servir leur argent, je trouvais ça intéressant. Mais il y en a plein qui me disaient aussi, c'est vrai que j'aurais kiffé avoir quelques années d'insouciance. Parce qu'encore une fois, l'insouciance, c'est, t'as pas de problème, tout tu t'en fous.
C'est incroyable. Et moi, je sais que l'une de mes définitions du bonheur, c'est être libre et insouciant. C'est-à-dire être libre de tous les piliers que je t'ai dit, mais c'est-à-dire les faire sans que... Tu peux avoir des responsabilités. Tu peux être insouciant avec des responsabilités, mais c'est que toi, tu as réussi à t'en détacher de ce stress, de cette peur, et que tu les gères avec beaucoup de conscience et de détachement. Et ça, cet effort mécanique cérébral, il est ultra dur. Ouais, je n'avais jamais mis l'insouciance... tu vois, à ce niveau-là, j'avais pas apporté ça à ma conscience et maintenant que tu le dis, je vois que, bah, tu sais, les enfants qui ont vécu des traumas, ça peut être la perte d'un parent, ça peut être d'un frère et sœur, ou des abus, ou ce genre de choses, ou de la maltraitance, bah, en fait, on dit souvent qu'effectivement, ils ont perdu très jeunes leur insouciance. Et on voit les dégâts que ça peut faire aussi, pas forcément dans la délinquance ou ce genre de choses, mais juste des êtres qui sont pas bien construits, en fait, qui sont dans une forme d'insécurité. Donc, j'avais jamais accordé autant de valeur à cet état d'être qu'est l'insouciance. Bah, en fait, c'est pareil, si tu discutes avec des moines bouddhistes ou des mecs comme ça, avec des sachants, quel type de personnes avec qui j'ai eu la chance de régulièrement dans ma vie discuter, ils ont cette forme d'insouciance. Et l'insouciance, c'est de se dire, on fait les choses avec envie et intention, mais c'est pas grave en fait si ça le fait pas. C'est pas grave, enfin, on le fait encore une fois, t'arrives à retomber dans faire les choses pour le plaisir de les faire. Et quand tu fais pas quelque chose pour obtenir, t'es pas dans ce stress de l'avoir ou pas, vu qu'en fait, ton seul but, c'est de jouer. Tu sais, c'est comme, encore une fois, si tu kiffes un jeu, t'as pas envie qu'il se termine. Une fois qu'il se termine, qu'est-ce que tu veux? T'as envie de refaire une partie. Et pour moi, ce que les gens, ils comprennent pas, c'est que le bonheur, c'est pas du tout un état d'esprit, c'est un style de vie. C'est ça, le bonheur. Et souvent, c'est un style de vie qui est souvent surcoté. Le bonheur, c'est ultra surcoté. Parce qu'on pense que c'est l'émotion l'état le plus ouf que tu peux avoir. Sauf qu'en fait, le bonheur, c'est la paix en action. La peaceful, tu vois, vraiment à l'intérieur. Et quand t'as l'épanouissement, l'adrénaline, l'exaltation, bah, tu montes 10 fois plus haut et tu passes à côté du bonheur. Tu dis, c'est ça le bonheur. C'est chiant le bonheur en vrai. Mais t'as tellement raison. Ouais, mais c'est pas... En fait, non, mais en fait, c'est que Mais même moi, en fait, tu m'envoies un miroir dans la gueule. Non, mais il y a ce truc il y a des émotions, l'excitation, comme tu disais, alors l'adrénaline n'est pas une émotion, mais tu vois, on voit un petit peu la joie, l'excitation, même les moments de fou rire, etc. En fait, l'intensité, bien sûr. Il y a des événements dans la vie qui favorisent ces états de fait, tu vois, genre tu gagnes un concours, tu passes ton permis. Enfin, je veux dire, c'est naturel de te retrouver dans des événements comme ça. Tu te maries, etc. Bien sûr. Et du coup, c'est vrai que l'être humain va avoir tendance, parce que c'est plus facilement accessible. Ça, c'est le truc, c'est le bonheur tel qu'on nous le vend, qui est facilement accessible. Mais finalement, le bonheur de la consommation qui te fournit ta dose d'adrénaline, c'est ça, c'est le petit plaisir simple de la vie. Mais c'est celui qui est facile à obtenir. Celui qui est effectivement dans une forme de constance, de peaceful state of mind, de quelque chose de plus immanent, etc. Celui-là qui est beaucoup plus dur à trouver, finalement, il n'a pas non plus cette intensité. Il est chiant. T'as raison. Bonheur, c'est chiant, sauf que on te fait croire parce que on t'a défoncé, on t'a injecté toutes les choses qui font que quand tu le compares, c'est chiant. Et le problème, c'est que le plus grand mensonge de notre société, c'est de te faire croire que quand tu vas obtenir quelque chose, un bien, une émotion ou une expérience, ça va durer, la récompense émotionnelle va durer pour toujours. Or, c'est faux. Tu montes un business qui fait des millions, tu as une belle bagnole, un nouvel objet, ça va pas durer en fait. Il y a des études là-dessus qui te montrent en fonction des certains événements de ta vie. Par exemple, te marier, ça dure X mois. Bien sûr. Acheter une voiture, ça dure X semaines. Il y a des événements comme ça. Le bonheur que tu en retires, ça dure quelques jours ou quelques instants. Mais je dirais même que peut-être que l'illusion de la société, c'est de nous faire croire que la dopamine, c'est le bonheur. Que cet état que tu ressens quand tu sautes en parachute, ou quand t'as fini un jogging, ou quand tu viens de manger un super gâteau au chocolat, ou j'en sais rien, que c'est ça en fait le bonheur. Moi j'ai un problème avec les petits plaisirs. À la fois on a parlé de déconnexion, d'utiliser le voyage comme un moyen de se reconnecter aux choses, à l'essentiel. Et en même temps, je trouve qu'on galvaude et qu'on va dans ce petit plaisir et qu'il faudrait se contenter de manger sa part de chocolat et puis, je sais pas, de faire son petit jogging. Moi, il y a un truc qui me
tu vois, je trouve que il y a un truc qui va pas. On n'est pas, le curseur est pas souvent bien mis en fait. Bah, le problème, c'est que si tu commences à avoir des gens qui sont bien dans leur peau, qui n'ont pas peur, qui ont conscience de ce qu'ils ont, ben réfléchir, c'est commencer à désobéir, tu vois. Et que si tu veux que ton système, à travers les gouvernements mondiaux, il tourne un peu comme ils ont besoin. Jusque-là, notre société a été construite en étant, nous, pour le coup, des pions sur on crée le système, on nourrit le système et on dépense. Enfin, on le crée parce que nous, on nourrit le système à la fois en produisant et en dépensant. Si tu commences à avoir une autre approche, le système, il se dérègle. Donc, t'as pas envie que tes individus dans ton système, ça commence à être des électrons libres, en fait, qui créent potentiellement des mini-systèmes intérieurs qui sont différents. Donc, le principe même, c'est de te garder dans l'ignorance et la peur. On te bombarde d'informations inutiles et on te fait croire que tu as peur, puisque la peur te fait te renfermer sur tes acquis versus t'épandre, t'épanouir. Et à partir de là, si toi tu sors de ce schéma-là, tu commences à comprendre pas mal de choses en vrai. Et après, t'es plus libre. Mais la liberté a un prix aussi, en fait. Avec toute responsabilité vient des grandes responsabilités. Et écoute, je pense qu'on va terminer là-dessus. C'était sur la punchline. Exactement. J'aime bien terminer là-dessus. Merci beaucoup, Alex, pour cette conversation. Avec plaisir. J'espère que merci pour l'invite. j'ai passé un magnifique moment. C'était très agréable. Pareil. Donc, je sais déjà que c'est un épisode qui va beaucoup plaire à mon audience, mais oui. Je crois qu'il n'y a pas un épisode qui se ressemble, parce que c'est une conversation avant tout. On sait la rencontre de deux individus, ce qu'ils ont qui parlent de la moula, dire ou pas. Voilà. Je sais pas, on a à la fois parlé beaucoup de moula et à la fois pas beaucoup parlé de moula, donc j'en suis très contente. Et donc, si on veut te retrouver, c'est où ? J'étais créateur et influenceur, donc vous allez sur votre réseau préféré. Ouais, Alex Viseo. Alex Viseo, V-I-Z-E-O. Sur votre réseau préféré. Et si vous voulez même des ressources gratuites sur de l'introspection, sur de la création de contenu, vous allez sur viseoacademy.com et il y a déjà plein de contenus que j'ai mis en libre accès pour les gens que ça peut intéresser. Parfait. Mettre un premier step là-dedans. Parfait. Eh bien, écoute, tout est dit. Bisous. Pépites de chocolat, bulles de savon et licorne endiablée. Waouh, j'adore. Salut Alex.